Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. Here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Le podcast La Triple Menace, épisode du 1er septembre. Joyeux week-end de la fête du travail pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bon petit moment qu'on essaie de se retrouver. Là, on essaie de faire avec des épisodes spéciaux pour finir un peu les vacances d'été. Il y a eu l'épisode Patrick Laine en même temps qui est arrivé en plein milieu de semaine. Mais là, on reprend le beat un peu pour ce deuxième anniversaire, ce premier anniversaire quasiment de la Triple Menace, parce que je regardais ça juste avant qu'on commence à enregistrer. Le tout premier épisode était le 28 août 2023. Donc, on entre un peu quasiment notre deuxième saison, si on peut dire ça comme ça, de ce côté-là. Fait que merci encore d'être avec nous. On a bien du fun de faire ce projet-là et je vous garantis, c'est rien qu'un début. Et là, vous vous posez la question. Parce que je sais qu'habituellement, vous êtes habitués d'entendre la voix mielleuse de notre cher Mio qui est toujours celui qui anime, qui ouvre l'épisode et vous vous rendez compte que ce n'est pas la même voix qui vous parle. Mais non, Mio sera absent aujourd'hui. On sera un podcast à 2 cette semaine exceptionnellement. Mio qui est en train de faire sa bonne action de la fin de semaine, en train d'aider un ami à s'établir dans le plus gros village de la province de Québec, et c'est-à-dire la ville de Québec en elle-même. Donc, on sera juste moi et mon cher Félix Forget qui sera avec nous. Félix qui, d'ailleurs, oui, la NFL recommence dans moins d'une semaine. On est à 4 jours du début de la saison du premier Thursday Night Football entre les Chiefs et les Ravens de Baltimore. Mais Félix, depuis hier soir, est dans une overdose de football parce que oui, c'est bien beau la NFL, mais il y a aussi la NCAA qui a recommencé cette semaine officiellement. Parce que la semaine dernière, il y avait eu 3 matchs, mais tu sais, c'était le week 0, entre guillemets. Mais là, première semaine d'activité dans le football universitaire américain. Et Félix, tu as écouté combien de parties hier? Écoute, tu dis que j'ai eu une écœurantite hier soir, c'est pas faux. Hier soir, j'en ai écouté pas mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé hier à midi. J'ai fini à 2h du matin la nuit passée. Fait que oui, j'ai vraiment fait une écœurantite de football hier. Je me suis vraiment dit, je peux pas faire ça quand la NFL commence. Je peux pas faire le samedi puis le dimanche. Je survivrai pas. Parce que hier, si mon décompte est bon, là, je pense peut-être à 1 ou 2 games près, là, je pense que j'ai fini avec 15 games de football d'écouter dans une même journée. À la fin, j'étais quasiment tanné. À la fin, toutes les stats étaient pareilles. Puis j'avais hâte, tu sais, à la fin, à 2h du matin, il y avait 2 games. C'était 2 dégelés. Puis c'était, honnêtement, c'était le retour du football. Puis c'était le fun. Puis ça changeait un peu le mal de place, j'ai envie de dire. Mais c'était vraiment un bon retour en force du football avec 15 games au total. J'en écoutais 2-3 en même temps tout au long de la journée. Puis ça, j'ai pas. Écoute, mes Canards de l'Oregon m'ont fait peur. Passer aussi proche de perdre contre une équipe de Division 2. Ils ont survécu. Ils n'ont pas gagné, ils ont survécu. Puis on va voir ce que ça va donner pour les semaines d'après. Mais c'était le fun. Le football est revenu. Puis on sent que le collégial cette semaine, la NFL qui s'en vient, tu l'as dit, on va en parler tantôt. Le sport revient tranquillement. C'est sûr qu'il y a le retour à l'école, le retour au travail, mais au moins, le sport revient. C'est déjà un petit peu moins pire. On peut se consoler avec ça. Parce que toi, tu recommences l'université dans moins de 3 jours maintenant. Dans 36 heures. 36 heures? Mardi matin, je serai à l'école. Bonne chance, mon gars, tu vas en avoir de besoin avec la saison de football qui commence jeudi après ça. Commençons tout de suite avec le pain et le beurre de l'émission un peu parce que il faut en parler. Là, je pense que c'est vraiment la nouvelle qui a marqué non seulement le monde du hockey, mais vraiment le monde du sport en général. C'est bien sûr, on sait, la tragédie qui a frappé la famille Gaudreau, Mathieu et Johnny Gaudreau qui a été impliqué dans un accident pendant qu'eux étaient en vélo, s'est fait frapper par un chauffeur qui était supposément en état d'ébriété dans le New Jersey alors que leur sœur se mariait le lendemain ou dans la fin de semaine. Une tragédie humaine sur toute la ligne. Ça a commencé tranquillement sur Twitter. Il y a du monde qui... On entendait des rumeurs ici et là, ça a explosé. Ça a été confirmé vendredi matin, je pense que finalement, le décès a été constaté. Les Blue Jackets de Columbus, je suis tellement, tellement désolé. Pour vrai, là, ça fait 2 ans déjà que...
j'ai tout le temps de la misère à prononcer son nom. J'ai tout le temps... c'est pas Elvis Merzlikins, mais je me souviens plus... Matis Kivlenieks. Merci. On est à ça fait à peine 2 ans de cette tragédie-là que oui, OK, ça touche peut-être un gardien un peu plus réserviste, mais ça reste quand même une vie humaine qui se termine tragiquement et d'une façon aussi stupide comme il l'a vécu. Mais de voir une superstar de même qui a donné un vote de confiance aux Blue Jackets de Columbus dans une des signatures les plus d'agents libres les plus absurdes des dernières années. Johnny Gaudreau qui est arrivé, c'est quoi? Moi, je crois en cette équipe-là. Je vais vous faire confiance. Ça ne sera pas toujours facile pour commencer, mais à la longue, je pense qu'on va faire de grandes choses. Et là, on apprend que le meilleur joueur des Blue Jackets de Columbus, Johnny Gaudreau, se fait... La vie lui est enlevée un jeudi soir pendant une ride de vélo quasiment dans son quartier d'enfance. C'est juste affreux. Affreux. Ouais, c'est terrible. C'est la dernière chose de laquelle tu t'espères, la dernière nouvelle que tu espères entendre. Puis, si tu l'as dit, c'est des vies humaines, peu importe. Oui, c'était une super vedette, mais je pense que ça a été dit, ça a été répété. C'était un père de famille, c'était un frère, c'était un mari, c'était tout ça. Puis, oui, c'est un joueur de hockey, mais il ne faut pas oublier la personne qui était. Puis, je ne suis pas la bonne personne pour parler de l'être humain qui était Johnny Gaudreau. Il y a des gens bien mieux placés que moi qui l'ont fait. Je pense à Pascal Vincent qui l'a fait, Bob Hartley aussi qui l'a fait sur les ondes de BPM un petit peu plus tôt. C'était vendredi, en fait, qui était là en soirée. Je ne l'ai pas connu, mais je pense que ce gars-là a influencé le monde du hockey, a influencé les gens qui l'ont connu à sa manière. Il était un petit joueur qui réussit à percer dans un milieu où est-ce que les petits joueurs, on les sous-estime souvent. Puis, je repense à Cole Caulfield cette semaine qui n'est pas reconnu comme étant un grand joueur exactement, qui dit, moi, je me suis beaucoup inspiré de Gaudreau, de le voir, un Américain qui était pas le plus grand, pas le plus gros, mais qui a utilisé son talent peu, puis il a laissé parler son talent, puis il en a fait une carrière dans la LNH. Il a dit, ça a toujours été mon héros, ça a toujours été un modèle. Puis, on parle de gars comme Martin Saint-Louis qui ont pavé la voie. Martin Saint-Louis a pavé la voie des Johnny Gaudreau, qui eux ont pavé la voie des Cole Caulfield. Puis c'est des modèles comme ça, puis c'est des gens qui ont été d'excellents joueurs de hockey. Puis je pense qu'il faut se souvenir du joueur de hockey qui était, de l'être humain qui était, puis il faut aussi se souvenir que c'est vraiment une tragédie. On a perdu 2 vies humaines là-dedans. Il ne faut pas oublier son frère aussi là-dedans, on le connaissait un peu moins, on connaissait surtout Johnny, mais son frère était quand même quelqu'un qui était super important dans la vie de Johnny Gaudreau. Puis c'est terrible. C'est vraiment terrible, terrible. Puis, écoute, nos condoléances vont à la famille, évidemment. C'est terrible. Le jour du mariage de leur sœur, en plus, c'est épouvantable. Puis, c'est quelque chose qu'on n'espère jamais avoir rapporté comme nouvelle, mais malheureusement, c'est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi. Puis, tu parles de l'influence. Ce gars-là aurait dû jamais... tu regardes sur papier, mettons, ce gars-là aurait jamais dû avoir la carrière qu'il a eue dans les circonstances. On parle d'un gars qui, juste avant son année de draft, quand il jouait USHL, avant qu'il joue pour Boston College au niveau universitaire, a mis 5 rondelles dans son jackstrap pour être plus lourd sur la balance pour les rapports des dépisteurs. C'est juste à quel point ce gars-là ne flashait pas pour sa grandeur. Je pense qu'à son année de repêchage, c'était quoi? Il était genre 5 pieds 6, 135, 140 livres. Vraiment rien d'exceptionnel. Ouais. Le gars sort en 4e ronde. 2 ans plus tard, gagne le Hobey Baker avec une production de 2 points par match à Boston College. Fait une saison de 99 points et fait une saison en 2021-2022 qui, pour un peu les hockey nerds, un peu les fans analytiques, un peu, a été un masterpiece. On se rappelle, Johnny Gaudreau, 115 points en 2021-2022 dans possiblement ce qui sera identifié peut-être comme l'un des trios les plus dominants de l'ère du cap salarial jusqu'à présent, soit avec Matthew Tkachuk et Ilya Lindholm qui est au centre. Juste pour vous dire, j'ai fait un peu de recherche, un peu les stats un peu. Les 3 membres du trio, Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk et Ilya Lindholm possèdent les 3 meilleurs différentiels des années 2000. Et Johnny Gaudreau possède le meilleur différentiel à plus 65 pour le plus haut différentiel pour un attaquant depuis Wayne Gretzky il y a 35 ans. Juste ce gars-là. Puis Johnny Gaudreau, quand tu regardes ça, 2021-2022,
77 points primaires. Ça, c'est les buts et la première passe. Un peu, on commence tranquillement à faire les distinctions un peu dans le monde analytique de la première passe a plus d'importance que la deuxième, mettons, sur une feuille de pointage, ce qui fait 77 points primaires à égalité numérique. Il n'y a aucun point en supériorité numérique là-dessus. Et on parle d'un gars qui, on va se dire, c'est pas Jérémy Lauzon c'est pas Jérémy Lauzon dans le chapitre des mises en échec, là. Non. J'ai déjà vu, je pense, en 2020, la fameuse année 2019-2020, où Johnny Gaudreau, je pense, termine, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne fait pas faux bon, finit avec une 60aine de points et a une mise en échec. Une mise en échec répertoriée en 56 matchs. Puis il connaissait son rôle, il savait que c'était pas sa game. Je prends l'expression de Martin Saint-Louis qui dit t'amènes ta game dans la game. Là, Johnny Gaudreau savait c'était quoi sa game. C'était d'être un fabricant de jeu, un fabricant de jeu à part. Tu as nommé son trio avec Elias Lindholm, Matthew Tkachuk, qui sont pas exactement deux mauvais joueurs. Johnny Gaudreau était probablement le meilleur joueur de ce trio-là. Oui, c'était un ensemble parfait, tu avais les trois morceaux parfaits pour ce trio-là, mais l'engin de ce trio-là, c'était Johnny Gaudreau. C'est lui qui faisait produire les deux gars qui étaient avec lui. Puis c'était tout un joueur de hockey, puis j'espère qu'on va se souvenir de lui comme ayant été ce calibre de joueur de hockey-là, cette super vedette-là. C'était pas juste un bon joueur, c'était vraiment une super vedette. Puis c'est touchant de voir partout à travers la ligue comment on s'est comme unis pour honorer la mémoire de Johnny Gaudreau. Puis c'est vraiment touchant. Puis c'est dommage qu'on l'ait perdu à un aussi jeune âge, parce que je pense qu'il aurait pu avoir une très très belle deuxième moitié de carrière et peut-être s'approcher du temple de la renommée. Je pense que ça n'aurait vraiment pas été impossible qu'on s'approche de ça. C'est là que je m'en vais, Félix, là-dessus. Ouais. Est-ce que, dans un cas exceptionnel, un peu différent, est-ce que peut-être dans 10, 5, 10 ans, peut-être même 15 ans, est-ce que le temple de la renommée du hockey va faire une place à Johnny Gaudreau malgré le what-if qui va être autour de ce gars-là? Je l'espère, dans le sens où je pense que ce serait mérité et tout, puis mais c'est que l'échantillon est pas mince parce que on l'a vu pendant plusieurs années. L'échantillon est juste assez gros pour sortir un argument, mais pas assez gros pour être vraiment conclusif. Je pense que on a beaucoup plus de chances de voir les Flames, les Blue Jackets retirer son numéro. Je pense que ça va peut-être se faire même dès cette année ou quelque chose. Puis peut-être des statuts. Le match, je pense, c'est quoi? C'est en début décembre, le 3 décembre. Ouais, cette année, c'est les Blue Jackets puis les Flames qui s'affrontent, là. Ouais. Au palais, tassez vos oignons puis mettez-vous une boîte de mouchoirs parce que au palais que ça sera pas doux émotionnellement. Là. Non, ça va. Je pense que c'est peut-être plus par ça qu'on va passer pour l'honorer et tout. Puis je comprends pourquoi certaines personnes y pensent. Puis je pense qu'il va peut-être avoir du support pour ça. Puis ce serait peut-être une belle façon d'honorer sa mémoire et tout. Je pense qu'on va plus passer par les statuts puis les numéros tirés, par exemple. Parce que tu l'as dit, il a choisi Columbus. Choisir Columbus pour un joueur autonome, ça n'arrive jamais. Jamais. Et lui, il à Montréal, souvent là, que les joueurs autonomes viennent jamais. Là, ben, Columbus, là, c'est une autre game. Là. Il y a personne que ça. Puis c'est pas comme Columbus était contender. Là. Non, absolument pas. Puis lui, il a quand même fait confiance à cette organisation-là. Puis je pense que c'est une légende à Columbus presque pour ça. C'est de loin le plus gros joueur autonome qu'on n'a jamais été chercher. Puis il y a peut-être de ça qui va. Je pense qu'on va vraiment l'honorer à sa. Même s'il a joué 2 ans et tout, je pense que tout le monde est conscient des circonstances et tout. Puis je pense qu'il mérite ça quand même. Pour la décision qu'il a prise seulement d'aller jouer à Columbus. C'est une histoire immensément triste sur tellement de plans. Il y a peut-être une personne pour qui j'ai vraiment eu une pensée quand tout ça est arrivé, nonobstant des parents, la famille, les amis, vraiment toutes proches. C'est Sean Monahan. Ouais. Sean Monahan qui a décidé cette année, sais-tu quoi? Je viens de relancer ma carrière à Montréal. Je vais signer pour un très beau contrat à Columbus. Tout ça pour aller retrouver mon chum, Johnny Gaudreau, jouer sa même ligne puis retrouver nos vieux repères de nos premières années dans la Ligue. Dans tant qu'on jouait à Calgary, même pas une seconde ensemble. Puis il était sur un podcast cette semaine-là, puis il racontait qu'il avait choisi à Columbus justement parce que Johnny Gaudreau, c'est un de ses meilleurs amis. On sait que les deux étaient très très proches à Calgary, puis il racontait que il y avait des enfants du même âge, les deux, puis il était content que les enfants allaient pouvoir grandir ensemble. Puis t'écoutes ça aujourd'hui, tu te dis, oh boy, c'est rough, puis
C'est sûr, on pense à la famille, on pense aux proches et tout, mais Sean Monahan, j'espère que Sean Monahan va bien parce que ça a dû l'affecter vraiment, vraiment beaucoup, cette nouvelle-là. Puis avec raison, tu l'as dit, il a pris cette décision-là pour aller à Columbus. Puis maintenant, peut-être qu'il va profiter de son passage à Columbus pour honorer la mémoire de Gaudreau et tout, puis jouer pour lui un peu, mais je pense que ça a dû l'affecter, ça a dû lui rentrer dedans, puis nos pensées vont avec lui aussi. C'est vraiment, vraiment épouvantable. Il y a un gars comme Don Waddell aussi qui vient de passer il y a 2 semaines, vient de régler un dossier pour se dire « Hey, tu sais quoi, Patrick Laine, enfin, c'est réglé, on va pouvoir passer à autre chose. » Là, tu vois arguably, puis je pense qu'il n'y a vraiment pas de gros débat, ton plus gros joueur te faire arracher des mains comme ça. Et là, tu te retrouves déjà avec un alignement mince de main. Tu te retrouves quoi avec une première ligne menée par Sean Monahan, Ivan Chenikov, puis Boone Jenner qui va remplacer Johnny Gaudreau. Ouais, ça pour les fans des Jackets, là, je suis tellement désolé. Je suis tellement. Il y a beaucoup de monde qu'on peut dire qu'on est désolé, mais c'est juste triste. Cette organisation-là est tellement curse. Tellement curse. Écoute, on va transiger un peu sur l'histoire de Johnny Gaudreau parce que cette semaine, c'est pas juste. Heureusement, il n'y a pas eu juste ça qui a marqué un peu l'univers du hockey. Et Félix, t'es un gars de balle. Moi aussi un peu, mais toi aussi, t'es un gars de balle. Fait que j'imagine que cette histoire-là, autour de Seth Jarvis et de son nouveau contrat-là, ça a dû rentrer un peu dans tes cordes sensées parce que faut remettre en contexte Seth Jarvis qui a signé cette semaine une nouvelle entente avec les Hurricanes de la Caroline pour une durée de 8 ans et a utilisé quelque chose qui est légal dans la convention collective, mais juste que personne l'utilisait avant, c'est l'argent déféré. Ce que les Shohei Ohtani, les Mookie Betts, les Bobby Bonillon ont essayé avec les Mets de New York, c'est-à-dire on va te faire un bonnet de signature pour après ton contrat, ce qui va faire en sorte que ton impact sur la masse salariale sera moins énorme. Je pense au final, c'est une affaire comme 500 000 que les Hurricanes... 400-500 000, quelque chose comme ça. 450 000 que les Hurricanes réduisent un peu en cap salarial. Ça peut pas l'air beaucoup, mais ça peut faire une énorme différence. Félix, comment tu penses que ça peut se transposer dans le hockey? Parce qu'on sait que des fois, dans le baseball, ça peut se revirer complètement mal. On regarde Bobby Bonilla, tu as des gars comme Manny Ramirez, tu as des gars comme Ken Griffey Jr. aussi qu'on a oublié, qui a été longuement payé, je pense, par les Reds de Cincinnati. Je pense qu'il l'a encore aussi. Il y a 2-3 ans, c'était genre le 4e plus haut salarié des Reds, même s'il avait pu jouer là depuis 15 ans à peu près. Des fois, ça vieillit mal, ces affaires comme ça, puis tu l'as dit. Ben, je pense que n'importe quel fan de balle qui a vu ce contrat-là samedi s'est dit « Oh mon Dieu, c'est Shohei Ohtani ». Immédiatement, ça a été mon premier réflexe. Tant mieux aux Hurricanes, tant mieux à Seth Jarvis d'avoir utilisé ça. Tu l'as dit, 400-500 000, c'est pas énorme, c'est pas substantiel comme montant, mais ça donne quand même un petit quelque chose au final, puis ça donne juste un petit peu de marge de manœuvre. Des fois, ça aide pour une transaction, quelque chose, puis si tu as la possibilité de le faire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'argent qui va être payé à Seth Jarvis au-delà du contrat, son bonnet à la signature, qui va lui être payé au lendemain du contrat. En fait, au lendemain de la dernière journée du contrat, il va avoir tout son argent, tout va y être versé en bonnet de signature. Au-delà du contrat, on ne paiera pas. Le bonnet de signature n'entrera pas sur la masse salariale. Donc, vraiment, les Hurricanes se diminuent de 450 000 par année et cet argent-là ne va jamais revenir hanter les Hurricanes sur la masse salariale éventuellement. C'est vraiment un paiement que le propriétaire Tom Dundon va lui faire qui ne va jamais compter, dans le fond, dans les livres des Hurricanes. On a fait la même chose dans une moins grande... à moins grande échelle avec Jacob Slavin cet été aussi, qui lui, c'est quelque chose comme 10 000. Il n'y a presque aucune différence, mais c'est une petite différence. Est-ce que ça va commencer à se répandre dans la ligue? Je ne sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être certains joueurs qui vont prendre ce pari-là, surtout des joueurs qui peuvent se le permettre avec des commandites et tout. Parce que Shohei Ohtani, c'est un cas vraiment extrême. Touche 2 millions par année pour les 10 prochaines années, touche les 68 millions par année pour chacune des 10 années suivantes. Mais Shohei Ohtani fait à peu près 50 millions par année en commandite. Il y a de l'argent qui rentre d'autres façons.
peut-être que des gars comme Connor McDavid, qui justement doit négocier un nouveau contrat bientôt, peut-être que ça, c'est quelque chose que les Oilers vont lui proposer. Tu sais, mettons, au lieu de 14 ou 15 millions par année, tu sais, si on donne 13,5 par année, puis on diffère des paiements, tu sais, peut-être qu'on va opter pour cette stratégie-là. Bravo aux Hurricanes d'avoir essayé. Puis moi, je me demande, est-ce qu'on va commencer à voir ça ailleurs dans la Ligue? Je pense qu'il y a peut-être quelques équipes qui vont au moins... Tu sais, c'est sûr que quand c'est sorti, il y a des DG qui ont appelé le propriétaire de l'équipe et ont fait hey, on n'en pense pas là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? J'ai hâte de voir s'il y a une autre équipe qui va essayer ça. Les Coyotes l'avaient fait aussi avec Shane Doan. On parle beaucoup de Jarvis et de Jacob Staven. Shane Doan, ça avait été fait aussi dans le passé, le même principe. Est-ce que ça va se refaire dans l'avenir? Est-ce que ça est comme revenu dans l'actualité? Ça va donner de l'inspiration à certaines équipes, peut-être. Donc, on verra ce que ça va donner dans les prochaines années parce que je pense qu'on va en revoir. Moi, il y a deux choses que je pense là-dessus. C'est de un, à quel point on va pouvoir étirer l'élastique là-dessus. Parce que c'est ça, comme tu dis, il va y avoir d'autres personnes dans la Ligue nationale qui vont passer et qui vont utiliser ce stratagème-là. De là à voir à combien on va pouvoir étirer l'élastique parce que c'est le fun au baseball majeur. Oui, tu as des taxes de luxe, mais tu n'as pas de plafond salarial. Non. C'est plus facile à faire un peu. Tu sais, mettons, si c'est Seth Jarvis pour scénario XYZ, subit... n'est pas capable de rester hors de l'infirmerie, subit des sérieuses blessures et son contrat est racheté. Mettons, les 3 dernières années de son contrat est racheté. Ou il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment la convention collective va gérer ça. Et tu as parlé de Connor McDavid. Moi, j'ai envie de dire, je vais ressortir un peu l'exemple de Frank Saravalli de Daily Faceoff qui avait signé. C'est Leon Draisaitl. Moi, je pense que c'est peut-être plus lui que je vois qui pourrait être une affaire de même parce que lui, écoute, il a essayé de faire un peu un scénario à la Bobby Bonilla-Day, puis il a décidé vraiment d'extrapoler un peu. Tu sais, si mettons pour l'exemple, Leon Draisaitl décide de faire 14 millions dans les 8 prochaines années. Ça, c'est 102 millions sur un total. Puis pourquoi pas, on va payer juste 33,6 millions, puis tout le reste, on va faire ça après son contrat finalement, puis on l'étire pendant 40 ans, mettons. Ce qui ferait en sorte qu'il toucherait comme 850 000 $ par année de 2033 jusqu'à, mettons, 2073. Ouais, 73. Et là, tu dis à quel point on va pouvoir étirer l'élastique là-dessus parce que je pense pas que Leon Draisaitl, c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. Je pense que il a quand même gagné un salaire quand même assez respectable dans la Ligue nationale et surtout immensément respectable dans le grand scheme de tout. Ouais. Alors, est-ce que ça permettra aux Oilers de le garder? Est-ce que ça permettra aux Oilers de fortifier ses effectifs avec l'argent économisé? Et ce qui fait en sorte que quand il va prendre sa retraite, Leon Draisaitl va être comme « Hey, sais-tu quoi? J'ai 850 000 $ qui rentrent dans mon compte pour les 40 prochaines années. Moi, mon héritage est fait. La sécurité de mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants et tout le tralala qui suit va être sécurisé. Alors, pourquoi pas? Oui, là, c'est un scénario extrême, mais faut pas parier que l'extrême n'arrivera pas d'ici quelques années non plus. Oui, c'est peut-être que ça va être fait et tout, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est pas tous les joueurs qui vont être confortables avec ça. Seth Jarvis l'a été, puis au baseball, Shohei Ohtani l'a été, mais c'est vraiment pas tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs qui vont préférer de l'argent d'aujourd'hui vaut plus que de l'argent de demain. Fait que tu veux avoir ton argent le plus vite possible dans ce sens-là. Fait que ça prend faut que tu aies confiance en ton agent pour faire ça aussi, parce qu'il va probablement être responsable de bien gérer ça. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu parlais de la taxe de luxe. Je prends l'exemple de Shohei Ohtani, il y a quand même un peu le principe d'une masse salariale au baseball pour comptabiliser la taxe de luxe. Même si Shohei Ohtani gagne 2 millions par année pour les 10 prochaines années, son impact sur la masse salariale des Dodgers est plus que 2 millions. C'est quelque chose comme 46 millions parce que les ligues ont une façon de calculer l'argent du futur pour le remettre en argent d'aujourd'hui. Fait que on calcule que 70 millions dans tel nombre d'années équivaut à 47. Comme ils calculent l'inflation on calcule, on se base sur des anciennes données et tout. J'ai pas la formule exacte, j'ai pas le chiffre exact, mais dans le fond, c'est ce principe-là. C'est pas 2 millions par année, c'est qu'on prend la valeur de l'argent qu'on va lui donner puis on le ramène à aujourd'hui. Concrètement, ça ressemble un peu à ça. Fait que oui, les Oilers pourraient faire ça et tout, mais
on ne se ramassera pas à payer les Draisaitl 2 ou 3 millions sur la masse. Il va quand même avoir un impact substantiel. Oui, ça peut aider. On l'a vu avec cette Jarvis, ça donne quand même 400-500 000. Puis si on diffère plus d'argent et tout, ça peut diminuer encore. Mais il ne faut pas penser que c'est la solution miracle. Puis que à partir d'un matin, toutes les équipes vont donner un boni de 72 millions à un gars dans 8 ans pour pouvoir l'avoir gratuitement pendant 8 ans. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est plus nuancé que ça. Puis les Hurricanes n'ont pas trouvé une nouvelle façon de contourner le plafond salarial. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On n'est pas encore rendu au feu Coyote de l'Arizona de ce côté-là. Non. En tout cas, c'est un beau sujet. C'est vraiment le fun de voir un peu ça arrive. En attendant, du côté de Montréal, le chemin suit son cours. Ivan Demidov qui gagne sa place avec l'équipe du SKA Saint-Pétersbourg du côté de la KHL. Je pense que on peut résumer que le plan sur son cours, je ne pense pas qu'il y avait grand monde qui pensait ardemment qu'on allait voir Ivan Demidov arriver en Amérique du Nord dès cet automne. Je pense que le plan, c'est on écoute sa dernière année de contrat du côté de la KHL et on l'amène à Montréal ou Laval et on le fait rentrer dans la Ligue nationale. Donc, je pense que le plan sur son cours de ce côté-là, du côté de Ivan Demidov. Félix, comme je l'ai dit en début d'épisode, on est dimanche le 1er septembre. Le 5 septembre, dans moins de 96 heures, ou peut-être même 95 heures et des poussières au moment où on enregistre ça, la NFL lance sa nouvelle saison. Et j'ai jamais eu aussi hâte depuis longtemps que la saison de la NFL recommence. On va avoir déjà, tu sais, on a déjà été habitué à des affrontements un peu corrects, un peu moyens pour le premier Thursday night de l'année. Mais là, cette année, on commence en grand. Les Chiefs de Kansas City, gagnant les 2 derniers Super Bowls en cas d'un repeat, va affronter ce que je considère possiblement comme leur plus grande menace pour justement ce fameux repeat, les Ravens de Baltimore. Et là, on est à moins d'une semaine de la saison, et là, on a des gros dossiers qui seraient. Dallas vient de signer CeeDee Lamb. Brandon Aiyuk, qui était un membre des Patriots qui était finalement allé revenir aux 49ers, qui a failli passer à être un membre des Steelers de Pittsburgh. On salue Mio, soit dit en passant. Et qui finalement s'entend finalement avec les 49ers de San Francisco pour rester à Santa Monica. Écoute, pour vrai, j'aurais mis 1000$ que Brandon Aiyuk ne reviendrait jamais à San Francisco. Surtout qu'on sentait que la relation entre le joueur et l'équipe, c'est un peu effrité dans ces négociations-là. Fait que j'étais sûr qu'il n'y a aucune chance qu'il revienne avec les 49ers. Et pourtant. La légende de Pop qui n'est pas capable de concrétiser une prédiction se poursuit, mesdames et messieurs. Hey! J'ai fait un parlay cette semaine sur les games du football collégial américain. J'ai gagné. J'ai gagné mes 5 games qui étaient dans ma liste. J'ai gagné. Ce qui a fait en sorte que rendu à minuit le soir, j'écoutais une game Louisiana Tech contre Nichols. J'avais jamais entendu l'université Nichols de toute ma sainte vie. Mais goddamn que j'ai appris c'était quoi juste parce que j'avais mis de l'argent dessus. Écoute, un miracle qui se concrétise. Mais écoute, c'est drôle parce que tu parles de Brandon Aiyuk, comme quoi la relation s'était effritée puis qu'on avait l'impression qu'il ne reviendrait pas. C'est drôle parce que c'est la 2e fois en 3 ans qu'on vit un peu cette chanson-là avec les 49ers. Faut pas oublier qu'il y a 2 ans, Deebo Samuel, c'était la même chose. Tu sais, s'il y avait lui, c'était AJ Brown, c'était DK Metcalf et Deebo Samuel qui devaient tous renégocier un nouveau contrat. Puis Deebo Samuel, les relations étaient effritées. Disait qu'il voulait partir, disait qu'il voulait être échangé, puis la relation était scrap et tout. Puis finalement, il avait signé un nouveau contrat pour rester là. Brandon Aiyuk vit un peu la même chose au final. On a été, il y a eu 1001 rumeurs. S'est ramassé dans des appels FaceTime avec Jalen Daniels des Commanders pour dire qu'il voulait aller le rejoindre là-bas. Il était proche d'Antonio Pierce, le coach des Raiders. Il y en a eu 1001 pour Brandon Aiyuk. Apparemment, je me souviens plus si c'est Harry Merov ou c'était Adam Schefter qui avait rapporté cette nouvelle-là. Mais apparemment qu'il y avait un échange à 3 entre les 49ers, les Steelers et les Broncos de Denver qui devaient amener Brandon Aiyuk avec les Steelers. Et c'est les Broncos de Denver qui, si je ne me trompe pas, ne voulaient pas ajouter un choix de 3e ronde
Quelque chose comme ça. Dans cet échange-là, ce qui a fait en sorte que tout a fait avorter et que Brandon Ayuk est finalement resté là où il est sur la côte ouest américaine. Courtland Sutton aurait été remplacé Brandon Ayuk pour les 49ers. C'est quelque chose comme ça. Ça aurait ressemblé à ça. Là. Il y a des détails qui sont pas trop clairs de ça. Puis, ouais, il y a eu 1001 propositions. Il y a eu tellement de choses, tellement de revirements. Puis, honnêtement, quand Brandon Ayuk ça a été annoncé, ma première réaction, ça a été « Oh mon Dieu, enfin! » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque semaine, on fait le planning de ce qu'on va parler de la triple menace. Puis à chaque semaine, on était comme il y a encore eu telle affaire sur Brandon Ayuk, on en parle-tu. Non, c'est tout le temps la même affaire, ça se répète. Il était temps que ça finisse cette histoire-là. Il était vraiment, vraiment temps que ça finisse. Puis pour vrai, bravo à Brandon Ayuk qui a compris comment passer tout un été et toute une saison morte à négocier un contrat pour se sauver du camp d'entraînement qu'il n'avait pas envie de faire et être quand même capable de jouer à Spanner. Ça, pour vrai, bravo, chapeau pour avoir fait ça. Et chapeau à CeeDee Lamb qui a fait exactement la même chose avec les Cowboys, a signé un énorme contrat qui, en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est le joueur le mieux payé non-carrière. Je pense qu'il a dépassé Justin Jefferson. Oui, il l'avait dépassé, mais Brandon Ayuk ne l'a pas dépassé. Fait que oui, c'est encore CeeDee Lamb qui est le non-carrière le mieux payé de l'histoire de la NFL. C'est ça. Puis je pense que c'est mérité dans le sens où CeeDee Lamb est un sacré receveur et tout. Puis je pense qu'on l'a vu l'an passé, vraiment passer à un autre niveau avec Dak Prescott. Tant mieux pour les deux gars qui touchent leur argent et tout. Ça a été long. Ça a été des processus de négociation qui ont été assez laborieux. Et là, la question, je me demande, CeeDee Lamb, c'est réglé. Brandon Ayuk, c'est réglé. Il reste quelques jours avant le début de la saison. Est-ce que Ja'Marr Chase, ça va être réglé avant le début de la saison? Ja'Marr Chase qui, théoriquement, est sous contrat pour cette année et l'an prochain. C'est pas sa dernière année de contrat ou quoi que ce soit, mais veut déjà négocier, veut régler ça, veut être signé à long terme et tout. Et là, dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est très, très simple. Ses demandes salariales sont assez claires, assez explicites pour tout le monde. Le montant qu'il veut, c'est exactement le même contrat que Justin Jefferson, mais avec un sou de plus, juste pour dire qu'il y a plus d'argent que Jefferson, qui est son ancien coéquipier à LSU. Les deux sont super proches. Il veut avoir un sou de plus que Justin Jefferson. Est-ce que les Bengals vont donner cet argent-là à Ja'Marr Chase? Moi, personnellement, je trouve que Ja'Marr Chase est un peu surestimé. Il est un bon receveur, mais c'est pas Justin Jefferson, c'est pas CeeDee Lamb pour moi. Ils sont pas tant si loin que ça. D'après moi, c'est comme un A, un B. Mais j'aime mieux Jefferson, j'aime mieux Lamb, puis Ja'Marr Chase est un excellent receveur, je dis pas le contraire et tout, mais j'ai de la misère à le voir vraiment mériter cet argent-là des Jefferson et des Lamb. Peut-être que je le vois moins parce que contrairement à Jefferson et à Lamb, il y a un T. Higgins avec lui, puis il y avait Tyler Boyd qui n'est plus là maintenant. Peut-être qu'il y a plus de compétition, puis je le vois moins, mais pour moi, je ne sais pas si Ja'Marr Chase mérite d'être payé au niveau de ces gars-là. Le contrat de Brandon Ayuk, c'est 30 millions par année, quelque chose comme ça. Il faut faire super attention avec les montants parce que ça se joue avec les montants garantis et tout. C'est quelque chose comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus dans ce niveau-là qui doit être que dans les très très hauts qui sont à 35 millions, les CeeDee Lamb, les Jefferson. Pour moi, il faut plus placer Ja'Marr Chase dans cette catégorie-là avec les Brandon Ayuk, qui, si je ne me trompe pas, il y a AJ Brown aussi qui est dans cette échelle salariale-là. Cette fourchette salariale-là devrait plus être placée là-dedans, selon moi. Brandon Ayuk a signé un contrat de 4 ans, 120 millions de dollars, 23 millions en signature de bonus et 76 millions garantis. Dans le cas de Justin Jefferson, c'est un contrat de 4 ans, 140 millions avec une garantie à la signature de 88. Puis je pense que ça peut monter jusqu'à 110 millions de dollars garantis dans le cas de Justin Jefferson. Fait que les Bengals de Cincinnati, vous avez votre prix. C'est pas compliqué. Au moins, c'est des négociations claires. Vous savez déjà le prix qu'il veut. Puis les Bengals qui sont reconnus depuis longtemps comme étant une équipe qui a de la misère à garantir de l'argent. Parce que tu sais, ce qu'il faut savoir, quand tu donnes un contrat à long terme, à chaque année, il faut que tu sois, dans le fond, au moment de la signature, il faut que tu mettes cet argent-là de côté. Il faut que cet argent-là soit placé en fiducie puis c'est donné éventuellement aux joueurs. Tu peux pas juste payer puis dire que oui, je vais trouver l'argent d'ici là. Il faut que tout l'argent soit mis en fiducie dès le moment de la signature du contrat. Et les Bengals sont beaucoup moins propices à faire ça que d'autres équipes. Fait que souvent, on signe moins les joueurs à long terme. On l'a fait pour Joe Burrow. C'est notamment pour cette raison-là que T. Higgins s'abranle un peu dans le manche en ce moment. Fait que lui non plus, on pense qu'il va partir au terme de la saison. Est-ce qu'on va le faire pour Ja'Marr Chase? Je pense que si on ne le fait pas pour Ja'Marr Chase, bonne chance pour convaincre Joe Burrow de vouloir rester, par exemple. On sait que les deux sont très, 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 très proches. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça à Cincinnati, mais je pense que tu n'as pas vraiment le choix de payer Chase, même si, selon moi, tu vas le payer un petit peu trop cher. Félix, c'est la vraie question que je me pose. Parce que dans nos épisodes qu'on a fait de la NFL,
oui, on place les 49ers de San Francisco comme des équipes contenders, mais à mon sens, je crois que leur meilleure chance de gagner était l'année dernière et je crois que même si la fenêtre est encore ouverte, elle commence tranquillement à se refermer, la fenêtre de championnat. Mais ça, c'est parce que je prenais pour acquis que Brandon Ayuk partait. Ouais. À ce temps que Brandon Ayuk est un membre officiel des 49ers pour les prochaines années, est-ce que San Francisco peut être la plus grande menace aux Chiefs maintenant? Est-ce qu'on peut voir un rematch, un round 3 en San Francisco et Kansas City au Super Bowl? Je pense qu'on aurait pu le voir même sans Brandon Ayuk, parce que là, le retour de Brandon Ayuk va aider, parce que, tu sais, on parle beaucoup de Deebo Samuel, on parle beaucoup de Christian McCaffrey, puis même, on parle de Trent Williams, mais Brandon Ayuk pour moi, est le meilleur receveur peu de cette équipe-là, dans le sens où Deebo Samuel est plus une arme offensive, mais Ayuk est un meilleur receveur à proprement parler, et surtout, Brandon Ayuk, une affaire qu'on sous-estime beaucoup chez lui, c'est sa capacité à bloquer dans des situations de course, est un excellent bloqueur au poste de receveur. Surtout une équipe comme les Rams, par exemple, Puka Nacua, Cooper Kupp sont excellents à ce niveau-là, puis ça ajoute vraiment, ça aide beaucoup le jeu au sol de ces équipes-là. Il y en a d'autres que Julio Jones était vraiment bon aussi à ce niveau-là. C'est des receveurs qui contribuent par la base, mais qui contribuent aussi pour le jeu au sol en étant d'excellents bloqueurs. Fait que pour moi, Brandon Ayuk donne beaucoup aux 49ers à ce niveau-là. Je pense que ça va être une menace. Je pense qu'il va falloir surveiller les 49ers comme à chaque année. Cette équipe-là est beaucoup trop talentueuse pour qu'on les ignore complètement. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire chez les 49ers. Est-ce qu'on va être capable de régler le cas de Trent Williams, qui lui semble pas vouloir jouer la première semaine sans un nouveau contrat où il serait mieux payé? Il va falloir régler ça aussi parce que Trent Williams est vraiment important pour cette équipe-là. Mais le retour de Brandon Ayuk va beaucoup aider les 49ers. Il n'y a aucun doute là-dessus. On salue Brock Purdy qui va encore faire $1 million cette année en tant que carrière des Chiefs, des 49ers de San Francisco. Et pas juste cette année, mais aussi l'an prochain. Je pense que l'an prochain, c'est comme 1,2 million de dollars. C'est juste incroyable. Après ça, il devient joueur autonome à 27 ans. Ça va être complètement signer incroyable. Pour beaucoup plus d'argent que 1,2 million. C'est sûr, il va avoir une belle augmentation salariale. Le plus gros hot take de cet épisode de la triple menace, sans aucun doute. Petite nouvelle aussi qui tombe dans la NFL un peu. Ricky Parcells. Écoute, on a eu peur un peu, justement, du côté de San Francisco. Ricky Parcells qui a été impliqué dans une fusillade, a même été atteint dans une balle, je pense, au niveau de l'épaule, au niveau du pectoral. Au moins, dans un état stable, je pense même qu'il est sorti de l'hôpital. Oui, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Ouais, il est déjà sorti de l'hôpital, fait que Dieu merci. Parce que, tu sais, on a déjà eu les Vikings du Minnesota qui ont perdu un de leurs espoirs du dernier repêchage dans un accident de voiture. Là, est-ce qu'il aurait fallu qu'il y en ait un autre? Là, Dieu merci, il n'y en a pas un. Mais Dieu merci de ce côté-là. Et Félix, je veux juste te parler un peu pour finir ce bloc NFL-là. Le match que tu surveilles cette semaine? Il y en a deux. Je vais tricher un peu, je vais te donner deux réponses. C'est bon. Évidemment, les Titans, il faut que je regarde mes Titans la semaine, c'est sûr et certain. Et en plus, c'est contre Caleb Williams et les Bears de Chicago. Sérieusement, fait que deux Battle of the Mid, là. Non. Deux équipes incroyables. Les Titans vont commencer leur quête vers le 17-0 cette année en battant Caleb Williams. En fait, non, le 20-0, parce qu'il faut... Ouais, mais en saison régulière, 17-0. On va gérer les séries quand on va être rendu là. Mais non, évidemment, j'ai hâte de voir le début de saison des Titans, cette attaque revampée-là, cette défense revampée-là aussi. Je pense que c'est 5 des 22 partants seulement qui étaient là l'année passée qui sont de retour cette année. C'est une équipe qui est complètement changée par rapport à l'an passé. Puis évidemment, les Bears de Chicago, Caleb Williams qui arrive avec Keenan Allen, avec Rome Odunze, avec DeAndre Swift. J'ai vraiment hâte de voir Caleb Williams, qui est le premier choix du dernier repêchage. Et en soirée, pour finir ce dimanche-là de football qui va être incroyable, un match Rams-Lyon, une revanche de ce match de série qui avait été tellement bon l'an passé. J'ai vraiment hâte à ce match-là dimanche soir. Je pense que ça va être un sacré match de football. Tu sais, moi, les Rams, je suis un peu plus haut que le consensus sur eux. Je les vois sincèrement comme une équipe qui peut aspirer au Super Bowl. Les Lions, évidemment, qui ont le talent pour aspirer au Super Bowl. Ça va être un excellent match-up de dimanche soir. J'ai vraiment hâte.
Les Titans à 1h, puis les Rams pour finir la soirée, ça va me faire deux bons petits matchs à surveiller dans ces journées-là. Parmi tant d'autres. J'ai hâte à l'enregistrement de la semaine prochaine parce que Félix va s'évanouir devant une performance de 200 verges et 3 touchés de Puka Nacua face au Lions de Détroit. Moi, j'ai envie d'y aller. Si j'en avais un que je ciblerais, ce serait dans le slot de 1h, les Falcons d'Atlanta qui reçoit les Steelers de Pittsburgh. Je salue Charlotte Mio. Charlotte Mio, encore une fois. Mais les Steelers de Pittsburgh qui ont complètement revampé leur carrière, là, c'est Russell Wilson qui va officiellement avoir le départ pour son premier match à Pittsburgh devant une équipe qui probablement est l'équipe la plus améliorée de l'entre-saison entre les Falcons d'Atlanta. Ça va être excellent à regarder. J'ai hâte de voir la progression. J'ai hâte aussi de voir la progression de Mathieu Bergeron aussi avec les Falcons d'Atlanta qui rentre avec sa 2e saison. Et c'est déjà... oui, c'est la semaine 1. C'est pas la semaine 14, 15, 16, 17. Mais ça, déjà, pour une semaine numéro 1, ça, c'est déjà le genre de match-up qu'il pourra avoir. Tu sais, si les Steelers ratent ou font les séries, on va peut-être avoir déjà en pensée peut-être le résultat de la semaine 1 contre les Falcons d'Atlanta. Ouais. Et là, c'est sûr que ça va être bizarre un peu de comment ils vont gérer ça parce qu'on sait la bisbille qui se déroule entre Twitter et le gouvernement brésilien là-dessus. Fait que je lance quand même un shout-out aux admins et aux gestionnaires de comptes réseaux sociaux des deux équipes pour la semaine prochaine. Mais vendredi, match au Brésil, match à Sao Paulo entre les Eagles et les Packers. Félix, toi, tu es un gars qui ne le cache pas, qui ne croit pas vraiment aux Eagles. Non. Moi, je crois que... je pense que tu l'as dit clairement, mais je pense qu'il y a encore de quoi travailler un peu. Quand tu as Jalen Hurts et AJ Brown, il y a encore de quoi travailler. Et là, ça va être aussi le premier match de vérité pour Jordan Love. Est-ce que l'année passée, c'était un fluke? Est-ce que là, cette année, ça va être le real deal? Moi, c'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Fait que vendredi soir, moi, je vais être devant ma TV pour le match entre Green Bay et Philadelphie qui va être retransmis de l'Amérique du Sud. Passe au baseball un peu. Là, j'essaie de dire baseball tout en ayant une pression artérielle un petit peu moins élevée en passant mes Red Sox un peu qui... on n'en parlera pas. On débute le mois de septembre, dernier mois de la saison régulière au baseball. 20 à 25 matchs à faire pour à peu près toutes les équipes. Félix, toi, tu es un petit peu plus en paix avec tes Yankees qui, eux, se battent juste pour le premier rang de la meilleure division du baseball. Ils se battent contre eux-mêmes aussi, par exemple. Mais ça, c'est les Yankees. Se battre contre lui-même, c'est quelque chose qui revient un petit peu plus à tous les années. Mais là, je regarde un peu, il y a des divisions que c'est pas cané encore. Il y a des wildcards que c'est pas cané encore. Pour vrai, le mois de septembre risque d'être immensément chaotique dans les prochaines semaines and I'm all here for it. Ça va rendre quelque chose, on l'a vu dans les dernières années quand la Ligue a ajouté un peu la 3e équipe repêchée dans les 2 ligues. Ça fait 6 équipes repêchées maintenant. Il y a beaucoup de courses pour les séries. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent y croire. Surtout à la date limite, on y repense, il y avait tellement d'équipes. Je pense à la nationale, surtout, il y en avait. Je pense que c'était quasiment toute la nationale, à part les Rockies puis les Marlins qui espéraient encore faire les séries. Là, c'était genre à 2 matchs d'écart entre la première puis genre le 9e wildcard. Ça avait aucun sens. C'était tellement serré. Là, il y a quelques équipes qui sont sorties un peu de cette course-là, mais je pense qu'on le voit avec certaines équipes. Tu n'es jamais vraiment mort dans cette course-là. Là, tu peux revenir à tout moment, puis même là, le temps va peut-être commencer à manquer, mais tu peux toujours revenir dans une course qui est aussi ouverte que ça. C'est du baseball de septembre, c'est le fun. On a survécu au mois d'août qui parfois est plate, mais qui honnêtement cette année était quand même intéressant à suivre au baseball. Tu avais une coupe d'équipes, une coupe de séries qui était vraiment intéressante. Je pense à celle entre les Diamondbacks et les Dodgers dans les derniers jours qui était super intéressante pour la suprématie de cette division-là. Les Dodgers qui ont retrouvé le nord, mais les Diamondbacks qui sont parmi les meilleures équipes depuis la pause du match des étoiles. Là, au mois de septembre, ça va être des très bons matchs, ça va être des matchs importants. Chaque match compte pour toutes les équipes qui espèrent avoir une place en série. Puis même les Yankees, les Orioles, qui eux ont une place déjà acquise, mais
chaque match va être important pour avoir le premier rang dans l'américaine. Fait que ça va être super intéressant à suivre. Puis, oui, parce qu'on se bat pas juste pour la division, on se bat pour exact. être la première tête de série dans l'américaine. Ça, c'est énorme, ça, là. Puis le perdant de cette course-là va devoir passer par une série éliminatoire. Fait que, si tu te sauves d'une série, c'est vraiment important de gagner ta division puis d'avoir cette semaine de congé-là et tout. Parce que, oui, les Braves d'Atlanta vous diront que c'est pas parce que tu as une semaine de congé que tu es avantagé. Mais je m'excuse, c'est peut-être le mathématicien en moi qui se dit que j'aime toujours mieux être sûr de passer une ronde qu'avoir à jouer une ronde pour la gagner, surtout au baseball où tout peut arriver tellement vite. C'est jamais la meilleure équipe qui est sûre de gagner. Il y a toujours, c'est le baseball de série, ça peut toujours aller de bord comme de l'autre. C'est l'élément aléatoire qui est dans la fondation du baseball en lui-même. Puis c'est un 2-3, c'est un 2-3, fait que ça peut aller tellement vite. Tu veux t'éviter cette série-là autant que tu peux. Ça va être super intéressant à suivre. Puis je sais que tantôt, on prépare un petit segment de ça passe ou ça casse pour les différentes équipes dans cette course aux séries-là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent encore y espérer. Puis on dit au baseball, c'est d'être hot au bon moment. Si quelqu'un est capable d'être hot au mois de septembre puis tu te ramènes dans cette course-là, tant mieux parce qu'il y a des places qui sont à prendre dans cette course aux séries. Puis il y a une équipe là-dedans que, pour vrai, moi, quand je me suis levé ce matin, j'avais aucunement pensé. Je fais juste regarder. Les Cubs de Chicago sont à 3 matchs et demi de faire les séries. 6 victoires de suite, 9 victoires à leurs 10 derniers matchs. Pour vrai, moi, je pensais que les Cubs étaient morts et enterrés. Et après ça, tu as les Diamondbacks qui ont juste la meilleure offensive du baseball majeur depuis le début de la saison. L'équipe du chaos, man. Ils l'ont dit. Et puis, Corbin Carroll a une saison de misère. Et qui était peut-être le catalyseur de cette attaque-là. A une saison de misère. Là, ça va un petit peu mieux depuis une quinzaine de matchs et tout. Mais dans l'ensemble, c'est une saison de misère pour celui qui était le meilleur joueur de cette équipe-là l'an passé. Puis ça marche quand même. Des gars comme Lourdes Gurriel, des gars comme Eugenio Suarez, qui lui, ça a été tellement difficile pour commencer l'année, qui, là, depuis quelques mois, par exemple, est vraiment, vraiment en feu. Cette attaque-là est dominante. Et la rotation de lanceurs que tout le monde voyait comme une force avec les Zach Garland, Jordan Montgomery, Merrill Kelly, Eduardo Rodriguez, ça, c'est désastreux. L'enclos est vraiment pas très bon non plus. Bossy Wall qui est en train de se faire sortir de l'Arizona. C'est épouvantable. Puis il est plus closer. Puis sérieusement, je serais même pas surpris s'il finissait pas l'année en Arizona. L'année passée, il était très cool avec ses rapides en plein milieu du marbre à 92 000 $ que personne ne pouvait frapper. Mais là, cette année, ça ne fonctionne pas. C'est épouvantable. Ça va être super intéressant à surveiller. Oui, les Diamondbacks, la meilleure attaque et tout, mais tu as les Dodgers qui sont tellement dominants, les Padres qui poussent aussi, les Braves, les Mets. Il y a tellement d'équipes, ça va être une course de tous les instants. Puis il va falloir gagner des matchs en septembre si tu veux te rendre en série. Il n'y a personne en ce moment qui peut s'asseoir sur ses lauriers et se dire qu'il est sûr d'être en série parce que c'est une course qui est relevée dans toutes les divisions et pour toutes les places de série en ce moment. Petit portrait rapide de ce qui se passe un peu dans le baseball majeur, un peu pour l'instant au classement général dans l'Est. Commençons par l'américaine dans l'Est. Comme tu l'as dit, les Orioles et les Yankees, ça va se battre jusqu'à la toute fin de la saison. Yankees qui mène cette division avec un dossier de 79 victoires, 58 défaites. Un demi-match devant les Orioles de Baltimore qui, soit dit en passant, réussit quand même à avoir une excellente fiche avec un enclos des lanceurs qui est aussi solide que la porcelaine en ce moment et Corbin Burns qui est absolument atroce à sa première année à Baltimore. Dans la centrale, les Guardians de Cleveland qui connaissent un peu, qui reviennent un peu à eux-mêmes là, dans le sens que c'est vraiment les lanceurs qui drivent un peu cette équipe-là et l'offensive qui est un peu anémique un peu. Ça a été difficile dans les dernières semaines et là, on revient à une avance de 3 matchs et demi sur les Twins du Minnesota et les Royals de Kansas City. Donc, ça va être vraiment une lutte à 3 pour cette division-là. Et ils ne seront peut-être pas là-dedans, mais quand même les Tigers de Détroit qui sont juste à 8 matchs et demi. Ouais. Je voulais juste le souligner un peu. Ça sera peut-être pas... ils feront peut-être pas les séries, mais je voulais juste le souligner. On salue aussi les White Sox de Chicago qui sont en train de pulvériser des records de médiocrité. Pour 107 défaites, on est le 31 victoires, 107 défaites avec un différentiel de moins 291.
Les White Sox de Chicago cette année, je l'avais dit en début de saison avec les boys de Passion MLB, on va être surpris à quel point il allait être médiocre cette année. Quelle prédiction? Je pensais pas que ça serait à ce point-là. Mais les White Sox de Chicago... Il s'est surpris lui-même. Il a dit qu'on allait être surpris, puis il est surpris. Je suis surpris moi-même. Les White Sox de Chicago qui vont battre des records de médiocrité dans un sport qui se jouait avant l'invention de l'automobile, soit dit en passant. Je vais juste vous dire. Dans l'Ouest, les sacro-saints, frustrants Astros de Houston qui, eux autres, sont dans une... Probablement, dans l'américaine, c'est leur place est pas mal la plus sécuritaire. 6 matchs devant les Mariners de Seattle qui, on rappelle, à un moment donné, au mois de juin, avaient 10 matchs de priorité sur les Astros. C'est terrible, man. Ils jouent à peine pour 500 aujourd'hui. Maintenant, dans la nationale, les Phillies qui ont 6 matchs d'avance sur les Braves d'Atlanta, je pense pas que ça va vraiment changer. Je pense que les Phillies semblent bien partis pour non seulement gagner cette division-là, mais peut-être avoir le meilleur dossier du baseball majeur. Les Brewers de Milwaukee, étonnamment, qui sont aussi bons que les Phillies au niveau de leur fiche, 80 victoires, 57 défaites, 9 matchs d'avance sur les Cubs de Chicago. Ça va prendre vraiment un écrasement cataclysmique pour échapper cette division-là. Et dans l'Ouest, le classique, les Dodgers de Los Angeles qui ont 5 matchs de priorité sur les Diamondbacks et les Padres de San Diego. Félix, je regarde ça, là. L'Est de la nationale, Phillies, Atlanta, les Mets. Ces trois équipes-là, leurs fans sont absolument vocaux, parlent beaucoup. C'est des marchés tough un peu, mais ça va être délicieux jusqu'à la fin de la saison. Ça va être un sacré mois. Tu l'as dit, les Phillies, ça va bien, puis je pense qu'on peut être plutôt on peut sentir plutôt safe de notre position avec les Phillies. Je serais vraiment surpris que des Braves qui ont 1001 blessures cette année. Austin Riley qui est blessé, Ronald Acuna qui est blessé, Ozzy Albies. Sérieusement, ça n'arrête plus. Les blessés des Braves, il y en a tellement. Spencer Strider, j'allais quasiment oublier Spencer Strider qui est de cette équipe-là. Il y en a tellement, puis je pense que c'était juste pas leur année en termes de blessures. Puis les Mets qui ont eu une super bonne séquence, mais le début de saison était tellement horrible que je pense que c'est juste pas possible d'aller chercher la division. On est à 8 matchs des Phillies. Je pense que les Mets ne peuvent pas vraiment espérer remonter ça. Mais tu l'as dit, c'est 3 bases de partisans qui sont tellement intenses et tout. Puis peut-être qu'au mois de septembre, on va un petit peu moins le voir. Peut-être plus entre les Braves et les Mets, où est-ce que là, on va se battre pour une place en série. Mais si on se ramasse en série, un peu comme l'année passée, avec, je pense, une série entre les Braves et les Phillies, par exemple, où est-ce que Orlando Arcia avait fait l'erreur de dire « Attaboy Harper », puis que ça avait juste motivé les Phillies. Tu sais, ces séries de division-là, ou ces séries entre 2 rivaux de division-là, il y a un petit quelque chose de plus, il y a une intensité de plus, surtout pour des marchés intenses comme ça. Tu sais, je pense c'est pas pour rien, on pense souvent à des séries classiques entre les Yankees et les Red Sox, parce que c'est des bases de partisans qui sont tellement dedans, puis c'est des équipes qui sont là depuis longtemps. Le baseball de la côte Est, c'est built different. C'est ça, puis tu sais, il y en a dans l'Ouest aussi, tu sais, mettons, les Giants, ils ne seront pas cette année, mais tu sais, il y a des séries classiques entre les Dodgers et les Giants, puis tu sais, on pense à ça aussi, mais il y a, dans l'Ouest, dans l'Est, si tu l'as dit, les Phillies, les Braves, les Mets, les Yankees, c'est des bases de partisans qui sont vraiment investis. Puis genre, ça va être vraiment un mois d'octobre qui va être le fun. Ça va être des séries qui vont être le fun. Puis je sais même pas qui va être dedans, mais je sais que ça va être des séries qui vont être le fun au baseball cette année. Je vais juste lancer l'avertissement que si les Red Sox s'amènent dans le mix, qui sont juste à 4 matchs et demi derrière la dernière position wildcard, je commence à y croire de moins en moins. Mais je fais juste dire, s'il faut qu'on rajoute ça là-dedans, ça sera pas chic. Non, je veux pas les Red Sox. Laisse-moi gérer les Astros. Laisse-moi les Twins. Les Twins, j'aime ça. C'est toujours le fun de tirer contre les Twins. On va voir de ce côté-là. Petite mention pour nos représentants de la province un peu. Charles Leblanc qui a été rappelé par les Angels de Los Angeles et Abraham Toro qui, malgré, je pense, c'est un mois de mai, je pense qu'il frappait pour genre 340 à un moment donné au mois de mai. Ça, c'est ça un peu le baseball. T'es hot 3-4 semaines, puis après ça, tu peux connaître une léthargie vraiment où tu es vraiment profond, tu ne sens pas être capable de t'en sortir, qui s'est fait désigner pour assignement, un peu comme placé au balotage un peu par les A's d'Oakland. La légende n'a pas été réclamé par contre, donc il reste dans l'organisation des A's, va aller se rapporter au 3, va aller jouer à Las Vegas, qui
ironiquement, c'est là que les Aces vont déménager dans une couple d'années, mais il s'en va jouer là, puis on va lui souhaiter qu'il soit capable de se relancer l'an prochain, puis qu'on puisse le revoir, mais ça commence, ça fait mal à ses chances de s'établir à long terme dans le baseball majeur. Félix, t'étais où lundi dernier? Quand le légendaire Danny Bonds, a.k.a. Danny Jansen, est devenu officiellement le premier joueur de l'histoire de la MLB à jouer le même match pour les deux équipes. Moi, puis j'en parlais, j'étais sur C'est une technicalité. C'est une technicalité de faire de marqueur. Il n'a pas vraiment joué pour les deux équipes. C'est juste une technique. Mais c'est juste pour dire... Théoriquement, c'est un match repris. Donc oui, il a joué pour les deux équipes dans un même match. Il n'a pas joué pour les deux équipes dans un même match la même journée. Ça, c'est faux. Mais il a joué pour les deux équipes dans un même match. Puis, tu sais, jeudi, j'étais avec Passion MLB, avec Sébastien Berroir, puis avec Pascal Harvey dans le podcast de Passion MLB. Puis, tu sais, on en parlait, puis, tu sais, oui, c'est drôle. Tout le monde en a parlé, puis ça a été une petite histoire le fun. Puis, tu sais, j'en parlais, tu sais, le mois d'août, des fois, c'est rough. Des fois, des équipes qui voient leur saison, qui est pas mal finie. Les Blue Jays, c'est pas mal le cas. Puis, tu sais, les Red Sox sont encore là, mais ça pique du nez un peu pour les Red Sox. Tu sais, au moins, ça fait des petits moments qui sont le fun comme ça. Tu sais, je me souviens, c'est dimanche, Alex Cora, qui a été questionné à savoir, vas-tu faire jouer Danny Jansen dans ce match-là, tu sais. Puis il dit, hey, tu sais quoi? Ouais, moi, j'ai envie de faire l'histoire. On va faire jouer Danny Why not? T'sais, pourquoi pas? Rendu là, on va le faire, puis ça va être le fun. Tu sais, ça fait une petite histoire le fun à suivre, puis tant mieux. Puis ce qui est vraiment drôle aussi, c'est de voir des gars comme, je pense à Will Wagner, qui a fait ses débuts dans les majeurs depuis, mais qui n'était pas avec les Blue Jays à ce moment-là. Donc, en fait, c'est officiellement ses débuts dans les majeurs une deuxième fois cette journée-là. Puis, tu sais, évidemment, c'est des tripes de feuilles de marqueurs et tout. Tout le monde est conscient qu'il n'a pas vraiment fait ses débuts dans les majeurs cette journée-là. Mais théoriquement, c'était le match au calendrier. Cette journée-là, c'était à la fin du mois de mai, si je ne me trompe pas, le match qui a été repris. Et, fait que, théoriquement, il a fait ses débuts au mois de mai. Fait que, si on retourne dans les livres d'histoire, il va avoir joué une fois au mois de mai. Il va être retourné dans les mineurs depuis, puis il est remonté. Tu sais, c'est des petites affaires drôles comme ça. Puis je pense qu'il ne faut pas nécessairement changer ça. Tu sais, ça fait partie de la game et tout. Puis, tu sais, le baseball tu l'as dit, se jouait avant que les automobiles existent. On est encore capable d'écrire l'histoire en 2024. Fuck yeah, man. Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, let's go. Hey, parlant de réécrire l'histoire, je te reviens là-dessus, mais je veux juste qu'on parle des Jays peut-être 30 secondes un peu. Ouais. Tu sais, tu as parlé de Will Wagner qui... Tu sais, on s'entend que les Blue Jays étaient un visage complètement différent depuis le début de la saison. Les Jays aujourd'hui jouaient contre les Twins du Minnesota. Je pense que c'était le 3e match d'une série de 3. Et j'ai vu l'alignement des Blue Jays, l'alignement partant aujourd'hui. Oui, j'ai vu moi aussi. C'est rough quand Vladdy joue pas. Hein? C'est rough quand Vladdy, Bobichette, tout. Il y a, juste pour vous dire, là, sur le line-up de deux scores, OK? Sur les 9 gars de l'alignement partant des Jays, il y en avait 2 qui avaient une photo. Et là, Félix, j'ai envie de te dire... C'était juste les initiales. Et Félix, j'ai juste envie de te dire, es-tu capable de me nommer les 9 gars qui jouent aujourd'hui? Ah, man, c'était pas des grands noms. Il y avait... je l'ai pas si Brian Servin était le catcher. Ouais. Il y avait Spencer Horwitz qui devait jouer, Addison Barger, Léo Jimenez, Will Wagner. Non, Will Wagner n'était pas de la ligne. Wagner n'était pas là. Pas sur l'alignement partant. Loper Fido était là. Oui. Là, ça devient profond. Là. Il me reste j'ai 3 positions un peu pour m'aider. Il te reste ton left fielder, il reste ton shortstop et il reste ton DH. J'ai pas nommé le Barger, je l'ai nommé. Barger, il jouait voltigeur de droite aujourd'hui. OK. Ah, je les ai pas, les autres. L'Arrego, je pensais que je l'avais nommé. Il manque Ernie Clements. Ernie Clements. Il manque l'homme qui frappe des circuits avec des balles qui sont au-dessus de sa tête. Hey, ça, c'était juste incroyable. T'avais Lukes qui jouait au... Lukes, puis t'avais oublié un des 2 gars qui avait une photo aussi comme DH, Babe Schneider, a.k.a. David Schneider aussi. Hey, c'est pas... Mesdames et messieurs, c'est un alignement des Blue Jays un 1er septembre. Puis c'est quoi qui est plus drôle là-dessus? T'aurais dit à un fan des Blue Jays au mois de mars cette année que rendu au mois de septembre, les Jays auraient la même fiche que les Rangers. Ils seraient en avant des Rangers du Texas. Ils seraient à peu près un match et demi des Rays. Ça serait ça. Let's go, ça va bien. Ça va bien. Tu dis, ça va bien, ça?
Vladdy qui a à peu près, je pense, le deuxième ou le troisième meilleur OPS des majeurs. Tu te dis, sacrément, c'est sûr qu'on vise au moins une série de championnat. Eh non. Honnêtement, au début de la saison, tu te dis Shoeki, on s'en fout de Tani, plus besoin de ça, de tuer l'équipe qu'on a. Ben, c'est ça. T'as pas vu le line-up du 1er septembre encore, je pense. Excellent segue pour le dernier sujet que je vais te parler dans le baseball. Shohei Ohtani, 50-50. Ça s'en vient de plus en plus possible. Ça s'en vient, puis je pense que c'est même rendu probable. Là, si je ne me trompe pas, c'est 44-43. 44 circuits, 43 buts volés. 44 circuits, 43 buts volés. Il y a un mois complet encore pour le faire. Je pense que c'est une question de temps. Il tape des circuits en tapeur par game, mais ça n'a aucun bon sens. Puis voler des buts, je ne suis pas trop inquiet. Il va y arriver aussi. Puis c'est rendu plus facile de voler des buts maintenant avec les nouvelles règles et tout. Puis sérieusement, tu peux juste admirer ce que le gars fait. Oui, il ne joue pas en défense. Oui, il ne lance pas cette année, mais 40-40, c'était énorme il n'y a pas longtemps. Juste l'idée de 40-40, c'était énorme. Lui, tu sais quoi, il trouve que 40-40, il n'y a pas de temps à perdre avec ça. 50-50. Et s'il se rend vraiment à 50-50, pour vrai, je pense que ce serait la première fois que j'aurais aucun problème à donner le MVP à un frappeur désigné. Parce que oui, tu sais, c'est aucune contribution défensive. Je pense que même s'il ne l'a pas officiellement, je pense que je pense que le mois de septembre, c'est le MVP à perdre pour Ohtani. C'est ça, il faudrait qu'il y ait un mois catastrophique ou qu'il se blesse. On ne le souhaite pas, évidemment. On souhaite que Shohei Ohtani soit... Shohei Ohtani sur le terrain, le baseball se porte infiniment mieux quand Shohei Ohtani joue. Mais il faudrait que les Dodgers dégringolent de façon spectaculaire puis que des aspirants comme Ketel Marte, Francisco Lindor, ça se mette à avoir des mois de fou au mois de septembre. Je pense que en ce moment, Ohtani est le grand favori, puis avec raison. Ça va être un frappeur désigné qui va le gagner, puis je pense que personne ne va s'en plaindre. C'est fou. Sa valeur défensive cette année, zéro. Rien. Puis tu sais, on parle de il gagne un MVP parce qu'il est bon offensivement, puis il est bon, il est capable de lancer, il frappe puis il lance. Là, il lance pas, hein. Il lance pas, mais il va gagner un MVP pareil. On peut juste parler de ça 2 secondes, là. C'est pas juste parce qu'il fait les 2 positions qu'on le voit comme étant exceptionnel. C'est parce qu'il est vraiment bon dans les 2 positions. Je pense qu'il est vraiment bon. Tu sais, tu as parlé de Marte et Lindor. Tu sais, il n'y a aucun autre gars dans la nationale qui se démarque vraiment comme un véritable adversaire pour Ohtani vraiment dans la course au MVP. Fait que je pense qu'il y a une drôle de tempête qui fait en sorte que Shohei Ohtani pourrait officiellement gagner son 3e MVP et, si je ne me trompe pas, le 2e joueur des majeurs à gagner MVP dans les 2 ligues après Frank Robinson. Peut-être. Ça arrête de l'allure, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Oui. OK. C'est tout ce qui est vraiment drôle. Tu as parlé du club des 40-40, puis j'ai vu une stat qui était immensément drôle. Shohei Ohtani est devenu le 6e joueur des majeurs de l'histoire à faire une campagne de 40 circuits et 40 buts volés en une saison. Sur les 5 autres avant lui, combien sont au Temple de la Renommée aujourd'hui? Ils doivent tous être là. 0. Quoi? 0. En ce moment, il y a 6 gars qui ont fait 40-40. Il n'y en a aucun qui est au Temple de la Renommée en ce moment. C'est vrai, Soriano n'est pas là. Et Rod n'est pas là. Ah non, t'as raison. J'ai comme répondu tout de suite, mais t'as raison. C'est fou, parce que dans ma tête, Vlad Guerrero a fait 40-40. Il a fait 39-41. Il ne s'est pas rendu à 40-40. Mais c'est vrai que Soriano n'est pas là. Et Rod n'est pas là. Puis c'est qui les 2 autres déjà? En fait, les 6, en ordre chronologique des il y a Acuna. Il y a Shohei Ohtani et Ronald Acuna qui sont encore actifs, donc ne pourra pas. Ouais. Alfonso Soriano, en 2006, il l'avait fait avec les Nationals, je pense. Oui, les Nationals, oui. Les Nationals en 2006. Tu as A-Rod, et les 2 avant lui, c'était Barry Bonds et Jose Canseco. C'est drôle. Tu n'as aucun gars de 40-40 qui est au Temple de la Renommée. C'est incroyable. Puis c'est drôle parce que tu regardes cette liste-là, tu te dis, tu sais, enlève les stéroïdes, là. Canseco et Rod puis Barry Bonds méritent tous d'être là. Soriano, peut-être un petit peu ce borderline. Il a eu des très très bonnes années, peut-être pas un temps de la renommée, mais c'était quand même un excellent joueur. Tu dis, il y a au moins 3 de ces gars-là qui devraient y être. Ben, les stéroïdes, évidemment. Tu dirais, il n'y en a aucun. T'as raison. C'est incroyable, incroyable. Écoute, Félix, on va passer, je vois le temps passer un peu, on va parler d'NBA. Il ne se passe pas beaucoup de choses dans le monde de l'NBA, mais dans le basketball, il se passe beaucoup de choses. Du côté féminin, par exemple. La WNBA qui achève sa saison dans à peu près un petit peu moins de 3 semaines, un peu, qui achève sa saison bientôt. Et là,
l'histoire qui a galvanisé cette saison-là, c'est bien sûr Caitlin Clark versus Angel Reese pour le titre de joueur recrue de la WNBA cette année. Et là, tout le monde pète des records. Caitlin Clark pète des records, Angel Reese pète des records, on se crée quasiment au Pro Run Free, là, rendu là. C'est absolument incroyable ce qui se passe. Mais là, faut... Tu sais, je veux pas dire que c'est fini encore, mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Je pense que Caitlin Clark, dans les 2-3 dernières semaines, peut-être dans le dernier mois, vient de cimenter son titre de joueuse recrue de l'année dans la WNBA. Et je pense que ça s'est réglé vendredi soir passé. 31 points, 12 passes dans une victoire du Fever contre le Sky de Chicago et Angel Reese. Ouais. Je pense que là, on vient de régler ça. Je pense que, tu sais, j'aime Angel Reese un peu plus que la moyenne des gens, un peu. Je pense que, tu sais, oui, il y a du monde qui disent que c'est des statistiques vides, superficielles, gonflées, si on peut dire ça comme ça quasiment. Mais tu sais, je pense que je peux quand même avouer que c'est une excellente joueuse de basket. Mais je pense que Caitlin Clark vient de gagner ça. Et c'est quoi ce qui était le plus drôle là-dessus de ce match-là? Vas-y. C'est que non seulement le Fever a gagné, mais il a gagné par genre 20 points sur le Sky de Chicago. Et après le match, tu avais des dizaines des partisans du Sky de Chicago qui faisaient la file pour des autographes de Caitlin Clark. Ça, c'est insultant. Puis je me souviens, on en parlait, c'était il y a quelques mois sur le podcast, comme quoi, tu sais, la Ligue, il faut qu'elle mette ces jeunes recrues-là qui ont tellement d'engouement, puis il faut aussi créer ces rivalités-là, tu sais, c'est ça qui attire les gens, tu sais, vendredi soir. Le narratif, il faut créer des narratifs. C'est comme à la lutte, il faut créer des narratifs. Vendredi soir, là, tu ne peux pas être sur Twitter ou nulle part sans entendre parler de ce match-là. C'est quand la dernière fois que tu peux dire que sur Twitter, ou X, là, que tu étais sur Twitter, puis que le sujet de discussion principal dans le monde du sport, c'est un match de WNBA. Ça arrive jamais, ça n'arrive jamais. Et là, on a réussi avec... Ça arrivait une fois de temps en temps pour des matchs universitaires, par exemple. Oui, mais quand il y avait la WNBA, ça, c'est un autre paire de manches. Quand il y avait Caitlin Clark, quand il y avait Angel Reese, c'est tout justement. En fait, quand Caitlin Clark et Angel Reese jouaient contre dans la NCAA. Des Sabrina Ionescu, des Kelsey Plum dans ces années-là aussi. Tu sais, mais jamais dans la WNBA. C'est ça. Puis on a... Tu sais, il y a cette rivalité-là, puis on met cette rivalité-là en valeur. On en parle de cette course-là pour le titre de recrue de l'année. Puis oui, Caitlin Clark, première repêchée au dernier repêchage. Je pense que pour bien des gens, c'est la favorite depuis le début. Puis, moi, ça a toujours été la candidate qui était la première dans mon classement. Angel Reese, je pense aussi un peu comme toi qu'on est quasiment rendu au point où on la sous-estime un peu, dans le sens où il y en a tellement qui veulent monter Caitlin Clark que des fois on essaie de trop rabaisser l'autre puis on la discrédite un peu trop quand elle est excellente pour prendre des rebonds et tout. Puis oui, il y a la saga elle prend ses propres rebonds parce qu'elle manque beaucoup de tirs. Oui, mais elle les prend quand même. Elle est quand même capable de ramasser une tonne de rebonds par match, puis ça a une valeur, une joueuse comme ça. Je pense qu'il faut lui donner son crédit aussi. Elle a battu le record, c'était aujourd'hui, je pense, pour le plus de rebonds en une même saison de la WNBA. Pas pour une recrue. De l'histoire de la Ligue. Il n'y a aucune. À sa première saison. C'est ça, il n'y a aucune joueuse dans l'histoire de la Ligue qui a très beau autant de rebonds dans une même saison. Je pense qu'il faut quand même donner son crédit à ce niveau-là. Mais je pense que Caitlin Clark est juste tellement une créatrice offensive, une créatrice de jeu, une excellente tireuse. Je pense que son coffre à outils offensif est tellement plus développé. Puis pour moi, c'est ça qui lui donne un avantage. Puis elle a transformé un peu son équipe dès sa première année. Pour moi, elle mérite. Pour moi, elle a l'ascendant dans cette course-là. Mais même si Angel Reese ramasse quelques votes, Angel Reese devrait ramasser toutes les votes de deuxième place. Pour moi, c'est vraiment une course à deux. Il n'y a pas vraiment de troisième candidate qui mérite vraiment d'être dans cette course-là. Ça se joue entre Caitlin Clark, ça se joue entre Angel Reese. On s'attendait à ça au début de la saison. Peut-être qu'on espérait que Cameron Brink soit là. Malheureusement, une déchireuse du ACL. J'aurais tellement aimé ça, voir Cameron Brink rentrer dans cette... Une course à trois de même, ça aurait été incroyable. C'est ça. Puis malheureusement, une déchireuse du ACL a ruiné un peu sa saison. Mais c'est bien. On a une course entre Caitlin Clark et Angel Reese. Je pense que les prochaines semaines, on va continuer d'en entendre parler. Je pense que c'est un sujet qui va continuer de faire débat. Mais je pense qu'au final, Caitlin Clark va gagner comme ça se doit. Puis je m'attends à ce que Angel Reese ramasse quelques votes de première place. Puis je pense que ça pourrait être une course plus serrée que les gens pensent pour ce titre-là dans la WNBA. Parce que ce qui avait été un argument aussi durant la saison
nonobstant juste des rebonds et des double-double du côté d'Angel Reese, il y avait beaucoup de gens qui commençaient à mettre de l'avant la position au classement des deux équipes comme argumentaire. Je trouve pas que c'est un argument très, très juste pour départager un prix comme la recrue de l'année. Mais même à ça, aujourd'hui, le Fever de l'Indiana, l'équipe de Clayton Clark, est à un match en dessous de 500 et a 6 matchs de priorité sur la scale de Chicago. Exact. Je fais juste vous rappeler que le Fever de l'Indiana a commencé sa saison 1-8. Ouais. Il y avait du monde qui montait sur les barricades pour dire que Caitlin Clark, c'est genre cette équipe-là ne la méritait pas. C'était un climat toxique qui fera jamais en sorte. Et quelques mois plus tard, cette équipe-là est 6e au classement. Même un match au-dessus de 500, je pensais que c'était 17-18, mais non, c'est 17-16 au-dessus de 500. Et là, ce qui va faire en sorte que on a portrait à peu près des 8 équipes qui vont s'affronter. Je pense qu'il reste à peu près 7-8 matchs à peu près pour toutes les équipes. Comme je disais, la saison se termine dans un peu moins de 3 semaines. Mais là, ce qui commence aussi à faire, c'est que oui, il y a 8 équipes qui vont participer aux séries, mais ça va faire en sorte que les 4 autres vont participer à une loterie. Le Dream d'Atlanta, le Mystics de Washington, les Wings de Dallas et le Sparks de Los Angeles qui close la marche avec un dossier de 7 victoires et 25 défaites. Comme on a dit tantôt, la blessure à Cameron Brink a vraiment déraillé un peu cette saison du côté de Los Angeles. Et là, on commence à parler peut-être de la loterie Paige Buckers pour l'année prochaine. Et je fais juste imaginer un duo Paige Buckers qui mène en offensive et tu as Cameron Brink en défense au poste et au panier pour défendre. J'aime ça. Ça va être méchant. Ouais, c'est une bonne construction d'équipe. Ça. Tu commences avec Paige Buchers qui. On parle de Caitlin Clark. Paige Buchers est dans cette ligue-là aussi. Là, c'est dans les meilleures joueuses, les meilleures créatrices offensives que tu peux avoir. Puis même, je te rajouterais que quand les deux sont arrivés dans l'NCAA, c'était Paige Buchers qui était supposée être la big dog des deux. Là. Puis, tu sais, je pense que là, on a vu Caitlin Clark qui s'est vraiment développée. Puis, je pense que les deux, ça va se ressembler dans le sens où, c'est un peu le même profil de joueurs et tout. Puis, mais c'est impressionnant. Puis, si on est capable de combiner Cameron Brink qui vient d'être repêché 2e avec Paige Buchers qui va, sans aucun doute, être repêché 1re au prochain repêchage, ça ferait quand même une maudite belle fondation pour cette équipe-là. Puis, tant mieux, si on est capable de créer ces équipes-là. On parlait de mettre la ligue en valeur et tout. Avoir 2 des plus beaux jeunes talents de cette ligue-là, ce serait une super belle chose qu'ils jouent ensemble, puis ce serait une excellente chose pour cette ligue-là. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir les Valkyries de Golden State, la nouvelle équipe qui va arriver dans la Bay Area en 2025. On ne connaît pas encore les règles du repêchage pour cette équipe-là encore pour l'instant. Fait que ça se pourrait qu'on retrouve peut-être ce mix. Il ne faut pas oublier que dans 2 ans, Toronto s'en vient aussi. On va avoir de quoi au Canada. Là, ça va prendre virage grand V et ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Segment du Perron d'église cette semaine, on ouvre les portes. On n'a pas beaucoup de stock cette semaine pour le Perron d'église, malheureusement, dans le sens que avec l'épisode spécial qu'on avait fait, on a vraiment vidé un peu tout le stock que vous avez amassé. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez revenir à l'épisode, si vous voulez qu'on vous réponde soit vos prédictions, vos takes, même sujet à débat réglé, vous savez où nous joindre. Les super fans des Tigers de Guangdong, vous aurez toute la liste de tous nos médias sociaux si vous voulez communiquer avec nous. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de différent parce qu'on a parlé de baseball tantôt et là, on a parlé des équipes qui sont dans le mix un peu. Félix, j'ai envie de faire un make or break. Ça passe ou ça casse. Ouais, pour certaines équipes du baseball majeur parce que il y a à peu près, je te dis, j'essaie de voir un peu, là, il y a à peu près 4, 5, 7, 8 équipes qui peuvent encore soit échapper les séries éliminatoires ou rentrer dans la danse d'octobre. Okay. J'ai envie de commencer ça avec tes chums. Parce que, veux pas, si l'un passe, l'autre va probablement aller au wildcard. Les deux vont faire les séries éventuellement. Mais tes Yankees ou les Orioles, pour commencer, qui va se ramasser dans le wildcard, qui finit première dans l'américaine? C'est une course depuis le début de la saison de ces deux-là. C'est serré depuis le jour 1. Les Yankees reviennent un peu en santé. Je pense que peut-être qu'on va avoir cet avantage-là si Anthony Rizzo, on le revoit aujourd'hui, c'est une saison difficile, mais
revient de blessure, peut-être que ça va y avoir fait du bien. Clark Schmidt qui va revenir, l'enclos qui revient en santé un peu. Je vais dire les Yankees, mais je ne serais pas surpris que ça se décide la dernière journée de la saison. C'est serré depuis le début de l'année, puis je pense que ça ne se décidera pas. Ce ne sera pas décidé dans 10 jours. Là. On va en parler à la fin septembre de cette course-là encore, puis ça pourrait jouer si ce n'est pas la dernière journée, dans la dernière fin de semaine de la saison. C'est vraiment une course serrée entre ces deux équipes-là, puis ça se ressemble vraiment beaucoup. Ça. Félix, tu vas être où à la fin septembre? Parce que avant-dernière série de la saison, les Orioles se rendent au Yankee Stadium pour affronter les Yankees. Bienvenue au baseball de série avant le mois d'octobre. C'est aussi simple que ça va être du baseball de série. Parce que d'après moi, ça se peut qu'il y ait une équipe qui prenne la distance sur l'autre, mais il y a des maudites bonnes chances que si on est à moins de 3 matchs, ça va être la série qui va littéralement déterminer qui va remporter cette division-là. C'est très probablement à ce moment-là que ça va jouer. J'ai hâte de voir du côté aussi de l'américaine parce que là, ce qui est le fun un peu, c'est que là, la centrale sort les griffes un peu. Après avoir été l'une des pires divisions. L'année passée, là, pour vrai, la centrale de l'américaine a été et s'est ramassée dans des classements même des pires divisions de l'ère moderne, là, tellement c'était moribond. Puis je pense que c'est les Twins qui avaient gagné l'année passée. Les Twins oui. qui avaient gagné la division. Puis je pense il n'y avait aucun mérite. C'est comme l'abatteur du moins pire dans tout ça. Avait quand même battu les Jays en série. Ouais, ça me revient. Ouais, mais ça c'est une autre affaire. Les Cleveland, Minnesota, Kansas City. Toutes à 3 matchs et demi de distance. Qui finit vainqueur de la division? Et les deux autres qui vont être dans Wildcard vont-ils être là aussi? Au début de l'année, je me souviens que j'avais parlé des Royals comme étant une équipe que j'aimais beaucoup pour cette saison, qui était était selon moi sous-estimée et tout. Puis en ce moment, ils me font quand même bien paraître pour cette prédiction-là. Bobby Witt est vraiment devenu une rockstar pour les Royals et tout. Puis j'aime comment on a construit cette équipe-là. Ça va bien quand même pour les Royals récemment. Puis je pense que les Guardians vont gagner, mais sérieux, j'écarterais vraiment pas les Royals comme une équipe qui est vraiment à prendre au sérieux. Les Twins, j'ai de la misère. Les Twins, j'ai de la misère à embarquer. Récemment, j'avais vu une stat qui était genre 60-60 contre toute la MLB, mais il était 12-0 contre les White Sox cette année. 12-1 contre les White Sox de Chicago. Tu dis, c'est pas une bonne équipe. Vends-moi du rêve, c'était les Twins, puis pour moi, les Twins pourraient être l'équipe qui se fait sortir de ce portrait des séries-là. Je pense que ça va être quand même... Je pense qu'on a quand même en anglais, on dit l'inside track. Je pense qu'on est les favoris pour avoir une place en série, la 3e place. Mais je pense quand même que les Twins pourraient s'écrouler complètement au mois de septembre. Pour moi, les Guardians et les Royals, ça va se battre. Pour moi, c'est eux autres, on va les voir en série. Les Guardians vont gagner, les Royals vont être une équipe repêchée. Mais j'écarterais vraiment pas trop vite un scénario dans lequel les Royals remportent cette division-là. Vraiment pas. Fait que si je comprends bien, toi, les Royals et les Guardians vont se battre pour la division, tandis que les Twins et les Red Sox, ça va être vraiment la course. Moi, je veux continuer à croire aux Red Sox, mais le bullpen est juste affreux. Affreux depuis le match des étoiles. On a ramené 44-year-old Rich Hill, qui est somewhat encore en vie et qui pitch encore dans les majeurs pour dire que on pourrait peut-être s'essayer. Le bullpen est juste... Même Kenley Jansen commence à montrer des... Il y a quoi du côté des Red Sox que malgré le fait qu'on ait une des... peut-être même dans le top 5 des meilleures offensives dans le baseball majeur, je pense qu'on mène toute la MLB pour les coups sûrs de plus d'un but. Et tu as un gars comme Jarren Duran qui s'en vient. Jarren Duran s'enligne pour avoir une saison de 10 WAR. 10 WAR! Ça n'a aucun bon sens. La dernière fois qu'on a vu ça du côté de Boston, c'est Mookie Betts en 2018 quand il était surhumain. Puis Jarren Duran ne gagnera pas l'MVP. Il n'y a personne qui met son nom. Puis je pense Jarren Duran ne pourrait même pas être top 5 dans l'MVP. Non. Parce que ça va être Aaron Judge, Bobby Witt Jr., Juan Soto, Gunnar Anderson. Peut-être Duran, mais j'en doute. Tu sais, c'est pas un nom qui est populaire en ce moment. Sa saison passe un peu sous le radar, puis je pense que le Ward surestime un petit peu sa défense. Je pense qu'il est excellent défensivement. Peut-être qu'on le surestime juste un petit peu à ce niveau-là. Ça l'aide un peu. Ce gars-là, il ne sera pas top 10. En fait, il ne sera pas top 5 selon moi, puis
j'ai de la misère à voir qui je tasserais. Tu sais, je ne vois pas vraiment être top 10 de cette course-là. J'aurais tellement aimé ça que cette équipe-là ait un Lucas Giolito qui a... Parce qu'il ne faut pas le rappeler, Lucas Giolito joue pour les Red Sox, mais n'a jamais joué une seule manche cette année. Nope. Trevor Story est encore un membre des Red Sox de Boston, soit dit en passant. Je fais juste Trevor Story a passé tellement de temps sur ta liste des blessés, ça n'a aucun sens. Attends, veux-tu qu'on parle de mon choix pour le Cy Young dans la nationale cette année? Vas-y. Mon boy Chris Sale? Ouais. Ouais, ça serait bien, Chris Sale à Boston, ça ferait du bien. J'aurais pas ici, mettons. Mais tu sais, en même temps, l'enclos des lanceurs a transporté cette équipe-là. Tu sais, oui, une bonne offensive, mais pour vrai, au début de la saison, on pensait que l'enclos des lanceurs allait être terrible, dégueulasse, sortir tous les noms dictionnaires, et pourtant, ça a été pas si pire que ça. Comme j'ai dit tantôt, je vais faire un petit shout-out quand même aux Tigers de Détroit qui sont à 5 matchs et les Mariners de Seattle. Je veux même pas parler de vous autres. Je suis juste tanné. Vous allez passer dans l'histoire comme l'une des pires offensives de l'histoire du baseball majeur. Comment scraper un aussi bon personnel de lanceur? C'est épouvantable. C'est un excellent personnel de lanceur. L'attaque est tellement mauvaise, man. L'attaque est épouvantable. Ça n'a pas même rentré Randy Arozarena là-dedans, là. C'est épouvantable, man. J'en reviens pas. Chaque fois, je me dis, ça peut possiblement être pire offensivement pour les Mariners. Arozarena me fait un golden sombrero le lendemain. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Fait que je vais y aller avec mes prédictions. J'ai essayé de dire ça, mais je pense aussi que les Yankees vont passer pour l'Est de l'Américaine. Je pense que les Guardians vont réussir à toffer. Puis dans l'Ouest, je pense que les Astros, je pense que c'est canné, merci, bonsoir, c'est réglé. Avec, dans l'ordre, Baltimore, Kansas City et les Twins du Minnesota qui passeront dans le wildcard de l'Américaine. Malheureusement, les Red Sox qui, même si ça sera une saison positive à bien des égards, on va avoir échappé cette course-là. Cette relève-là nous aura coûté des trop grosses victoires de ce côté-là. La nationale, maintenant. La nationale, pour l'instant, je pense qu'on l'avait dit, les Phillies, c'est pas mal réglé. Les Brewers, il n'y a rien qui peut les effrayer un peu. Je pense que les Dodgers sont trop dans un élan pour perdre un peu cette division-là parce que je pense que finalement, ça va être ces trois-là. Mais là, ça s'en vient intéressant. En fait, les Diamondbacks avaient une chance de rattraper les Dodgers, perdre 2 matchs contre les Dodgers en fin de semaine. Tu ne peux pas te permettre ça. C'est plus simple que ça, tu ne pouvais pas te permettre. Mais par exemple, du côté des Diamondbacks, par exemple, on est très bien en selle pour un match dans le wildcard et les Padres de San Diego qui sont à égalité avec eux autres dans la même division. Ça va être le fun parce qu'on parle de 2 des équipes les plus hautes depuis le match des étoiles. Et comme je disais tantôt, somehow, les Diamondbacks de l'Arizona ont marqué le plus de points dans le baseball majeur et c'est même pas proche. Hein. Je vous le dis, c'est même pas proche. 743 points pour depuis le début de la saison. Il n'y a aucune autre équipe qui est dans le 700 en ce moment. C'est une équipe du chaos. Puis il n'y a aucune super vedette là-dedans. Là. Tu as un Corbin Carroll qui a été moyen. Il n'y a aucune super vedette là-dedans. Là. Tu as beaucoup de joueurs. Ketel Marte est cruellement sous-estimé. Ce gars-là mérite un petit peu plus d'amour pour l'MVP. Il ne l'aura pas, mais il mérite un petit peu de considération. Wendell Suarez qui se remet après un début de saison épouvantable. Je pense qu'il mène la ligue pour les points produits depuis le 1er juin ou le 1er juillet. Ce gars-là a été amené pour produire des points puis il le fait. Jock Peterson produit des points. Corbin Carroll, ça se replace. Puis cette équipe-là produit. Mais si tu l'as dit, ce pas des noms qui sont des super vedettes, mais c'est des gars qui connaissent leur rôle puis qui produisent quand le temps vient de produire. Même Josh Bell. Josh Bell était... Les Marlins voulaient le jeter au vidange à la limite. Les Diamondbacks ont fait hey, regarde, tu sais quoi, payer son salaire, on va le prendre, on va vous débarrasser de ça. Il s'est remis à frapper. Cette équipe-là, l'année passée, c'était le Create Chaos puis les Answer Backs. Là. Le power of friendship, le pouvoir de l'amitié. Puis ils ont encore cette fougue-là. Ils sont pas tuables. C'est hier que les Dodgers ont commencé le match, circuit de Mookie Betts, circuit de Shohei Ohtani, circuit de Freddie Freeman. C'est rough. Sérieusement, il y a des équipes qui se seraient écrasées. Là. Les Diamondbacks, tu sais quoi? Bang, bang, bang. 3 points en partant, première manche, on ramène ça à 3-3.
il ne meurt pas. C'était pas genre un duel qui était genre Zach Gallen contre Clayton Kershaw en plus? Ça, c'était la veille. C'était un autre match chaotique. Ça s'est ramassé. Les Dodgers venaient 10-5 en 9e manche. Ça s'est ramassé à 19. Il y avait un retrait. Puis finalement, les Dodgers ont réussi à s'en sortir. Mais cette série-là, c'était du chaos pur, man. Chaos pur et dur. Ah, je revois les fameux Diamondbacks de l'année passée, mais quand même qui sont quand même meilleurs. Tu sais, l'année passée, c'est quoi? C'est 86 victoires, je pense, l'année passée? Ah, c'était 84. Ils sont rentrés par la porte dans l'arrière, là. Puis là, sont 77 et 60 avec encore un mois. Fait que si on connaît un bon mois de septembre, on peut même crack le 90 victoires. Là. C'est pas même, je te dirais. C'est probable. Tu sais, ils finissent septembre avec une fiche de 500, on crack le 90 victoires, ce qui serait énorme du côté des Diamondbacks. Mais dans une saison où Corbin Carroll n'a pas été bon. Dans une saison où Corbin Carroll, qui est ton joueur vedette, n'a pas été bon. Et que Zach Gallen aussi ne connaît pas une super saison en plus. Non. Et meanwhile, tu as les Padres de San Diego qui n'ont plus Juan Soto, qui ont un kid qui arrive de un peu. J'ai pas envie de dire nulle part parce qu'on savait qu'elle allait être bon. Jackson Merrill qui va être sans aucun doute le. Tu sais, j'aime bien Paul Skeens, là, mais je pense que du côté de Jackson Merrill, on vient de verrouiller ça pour le titre de recrue de l'année dans la nationale du côté de San Diego. Et les Braves d'Atlanta qui sont un match et demi devant les Mets de New York sont encore là. Ouais. Puis tu parlais des 5 premières équipes. Pour moi, ces 5-là, ça va passer. J'ai aucun doute que les Phillies, les Brewers, les Dodgers, les Diamondbacks, les Padres vont être des séries. Ça laisse une place. Bonne chance pour avoir cette place-là parce que ça va se battre. Tu as les Braves qui sont là, les Mets qui sont là, les Cubs qui sont revenus, tu l'as dit. Il y a même les Giants qui sont étonnamment pas morts. Les Cardinals qui sont revenus au-dessus de 500. Il y a beaucoup de... Les Giants, les Cardinals, je ne suis pas all-in sur ces équipes-là. Je vais te dire avec toi. 5 matchs et demi pour les Cards, 7 matchs pour San Francisco, ça commence à être loin. Mais tu sais comme moi qu'une équipe peut avoir un bon mois, puis la petite bullshit de mois de septembre, t'en as vu comme moi. Le baseball, c'est jamais fini tant que la grosse madame n'a pas chanté. Fait que tu sais, ça va vraiment être un mois qui va être très, très, très solide, puis je pense que les Braves vont finir par aller chercher cette place-là. Mais je pense que les Mets vont vendre chèrement leur peau. Tu sais, on parle des Diamondbacks, que c'est pas nécessairement des grosses vedettes qu'on a dans l'alignement, puis on marque quand même la rotation des Mets. On a été chercher un Luis Severino qui était fini avec les Yankees. On a Sean Manaea qui était fini avec les Padres. On a Ozzie Quintana qui était fini. Tous ces gars-là contribuent vraiment beaucoup dans cette rotation-là où on a perdu Jacob deGrom, on a perdu Max Scherzer. On a perdu Kodai Senga qui est blessé depuis le début de l'année. Cette rotation-là a été détruite par les blessures. Et cette année, c'est ces gars-là que tout le monde avait un peu oublié, qui tiennent le fort, qui font vraiment de la grosse job. Puis on a des jeunes joueurs qui produisent offensivement. Je pense à Mark Vientos, qui a peut-être la saison de 20 circuits la plus silencieuse que j'ai vue de toute ma vie. Attends, non. Je fais juste te rappeler que Zach Neto des Angels de il est à 20-20, lui. Il est à 20-20. Mais tu sais, tu regardes ça, tu te dis, c'est des... Les Mets, c'est vraiment une drôle d'équipe. Je pense que Francisco Lindor, qu'on sous-estime beaucoup cette année, je ne suis pas son plus grand fan nécessairement, Francisco Lindor, mais fait vraiment de la grosse job après un début de saison qui était épouvantable. Son premier mois, là, c'était pathétique, était 1 en 53. Ça n'allait juste vraiment pas bien pour Francisco Lindor. Et pourtant, on disait la même chose aussi pour Aaron Judge. Et pourtant... Aaron Judge, on parlait de le renvoyer dans le 3 au mois d'avril. Je te rappelle, il est rendu à 50 quelques circuits. Mais tu regardes ça, tu te dis, les Mets, le jour où ils vont vraiment être morts, je vais croire qu'ils sont morts, mais j'ai de la misère. Parce que quand t'as pas genre Grimace qui vient qui vient sauver l'équipe en lançant un premier pitch, là, il y a une énergie avec cette équipe-là. Elle ne veut pas mourir. Gay Mets, ça, c'était les Mets qui étaient intouchables pendant le mois de la fierté gay. C'était ça n'avait aucun sens. Je vais le croire qu'ils vont être morts quand ils vont être morts, les Mets, parce qu'ils sont pas tuables. Écoute, je regarde ça, là, à partir du 13 septembre, voici ce qui s'en vient pour les Mets. 3 matchs contre les Phillies. OK, 3 matchs contre les Nationals. OK. Mais check bien pour finir la saison. 4 matchs contre les Phillies, 3 matchs contre les Braves, 3 matchs contre Milwaukee. Bonne chance. Si tu gagnes 7 ou 8 de ces 10 matchs-là, tu fais série. Tu bats Atlanta. Puis mettons dans les 7-8, tu vas en chercher 2 contre Atlanta. Là, tu bats Atlanta. Faut que tu bats Atlanta. Tu bats Atlanta puis tu en gagnes 4 ou 5 contre les Phillies.
En passant, je fais juste te dire qu'ils s'en vont jouer à Atlanta, juste pour bien faire en plus. Ben, honnêtement, s'ils vont à Atlanta puis ils balaient Atlanta, ils méritent d'être en série. Ils le méritent. Très d'accord là-dessus. Ils le méritent. Ça va être quelque chose. Ça va être un sacré personnellement, je veux que les Mets passent. Je veux que, mettons, dans l'équipe là, qui passe dans ce dernier wildcard-là, ça soit les Mets parce que les Mets sont drôles. Tu sais, c'est le petit frère des Yankees. Ça a tout le temps été de la déception. Mais Dieu sait, c'est comme Montréal un peu dans les dernières années. Quand tu as un peu d'espoir, c'est la mer à boire. Tout est permis. Mais tu le sais ce qui va se passer avec les Mets. Hein? Ils vont arriver avec les Braves, ils vont avoir une avance de 2 matchs. La série contre les Braves va commencer. Ils vont se faire balayer contre les Braves puis ils seront plus capables de gagner une après. Ça va être ça en fin de saison. Ça va être ça. Tout le monde va se mettre à croire, ça va commencer à acheter des chaises de camping à Queens pour la parade de la série mondiale. Ils vont se faire balayer contre les Braves. La saison va finir pendant cette série-là. Oh, ça va être incroyable. Mais moi, je fais juste te dire que les Mets, ça va être incroyable à suivre. Mais sais-tu pourquoi? Je pense pas que ça va arriver. Mais je te dis qu'il y a une petite chance que ça peut arriver. Puis là, il y a beaucoup de si dans ma phrase. Si Francisco Lindor est vraiment hot au mois de septembre, que les Mets font les playoffs et que Shohei Ohtani ne fait pas le fameux 50-50, moi, je dis qu'il y a un argument pour dire que Francisco Lindor peut gagner l'MVP dans la nationale. Il y a beaucoup de si. Je pense pas vraiment que ça va arriver, mais je pense que tu peux me sortir un argument là-dessus. Si ça arrive, ça va être ta plus grande prédiction à vie. C'est bon. Vous avez noté ça? Et c'est de même qu'on va terminer l'épisode de cette semaine pour la triple menace. En vous remerciant encore une fois de cette semaine d'être avec nous, on salue Mio qui sera de retour avec nous la semaine prochaine en tant qu'animateur / fan des Steelers et qui pourra déblatérer sur le fait que les Steelers ont sacré une rince aux Falcons d'Atlanta et qu'ils vont partir sur une chier que les Steelers vont gagner la division devant les Ravens. J'ai tellement hâte que ça recommence la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les médias sociaux, comme je vous ai dit tantôt, les superfans des Tigers de Guangdong. Vous pourrez retrouver le lien pour tous nos médias sociaux pour communiquer avec nous. Et là, cette semaine, on est à une semaine. On vous lance l'invitation. La semaine dernière, on a fait l'épisode sur le draft NFL, sur notre draft fantasy en baseball. On lance aussi le Survivor Fantasy aussi de la triple menace. Chaque semaine, vous prenez une équipe. Vous ne pouvez pas prendre une équipe 2 fois durant la même saison. Mais vous prenez une équipe chaque semaine et si vous gagnez, vous survivez jusqu'à la prochaine semaine, etc., etc., etc. Et si vous perdez, c'est terminé pour vous. Belle récompense, un carte cadeau de 60$ à votre resto préféré pour celui qui se rend le plus loin. On a commencé les inscriptions. Je pense qu'on est rendu à 8-9 personnes. Ça serait le fun de se rendre à, mettons, 20, 25, juste pour mettre un peu de piquant là-dedans. On va participer aussi. Essayez de prédire celui qui se rendra le plus loin. Mais d'ici là, on vous envoie tous les liens. Je pense que Félix t'a mis un lien sur nos médias sociaux pour justement s'inscrire au Survivor de la triple menace. D'ici là, on vous remet ça encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine. Et ciao, ciao les chums!